d'être avec nous. C'est la tribu de... Je voudrais vous remercier car c'est une semaine historique pour Touche pas mon poste. On a battu tous les records d'audience pour un mois de septembre. Merci à tous. Merci les chéris, merci. Merci les amours, merci. Ça fait plaisir. Remettez-moi le son là, j'adore. When is man move? When you can, when you move. Je me rappelle, c'est Sophie Elise Bextor. Ouais. J'adore. Elles dansaient hyper mal, mais t'aimais bien quand elles dansaient quand même. Ça va, mais il y a une équipe très très hétéroclite aujourd'hui. Non mais franchement, je ne comprends pas. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, merci. Ça va vous? Très bien. Partez à la chasse direct après, vous aussi? Et à la Bécasse. Merci, à la Bécasse. Comment il va? Il fait quoi ce week-end? Ce week-end, je reste à Paris tranquillement avec ma chérie. Il reste à Paris! Avec merci. ma chérie. Vous sortez. Merci. Non, attendez. Alors, ça fait comment ça va faire avec votre chérie, là? 1 an. Bah, vous avez de la chance, vous, encore, d'avoir quelqu'un, parce que Guillaume Janton, malheureusement, avec ce qu'il a appris hier, c'est terminé. Non, mais les mecs, on va revenir là-dessus dans un instant. Il y a apparemment... il y a baleine sous gravier entre Polska et Guillaume Janton. On reviendra sur cette affaire dans un instant. Apparemment... Polska n'arrête pas de me regarder depuis tout à l'heure. Oui, je sais. Pas du tout. Je sais. Et lui, il me regarde aussi parce qu'en fait, il m'a souvent dit « mets du rouge à lèvres rouge, j'aime bien ». C'est vrai. Oh, c'est vrai. Et on a mis. La question, c'est pourquoi elle l'a fait. Voilà. Pour lui faire Vous en êtes où, vous? Parce que vous avancez avec Guillaume ou pas? Ah non, pas du tout. Comment c'est-à-dire? Bah moi, je suis en couple. Moi. Oui, mais... Quoi? Je rappelle que lui est en couple, il a même pas... papa. Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors, attendez, on peut être papa, mais pas être en couple. Regardez Gilles Verdez. Non, mais c'est vrai. Non, mais les mecs, quoi? Mais vous, est-ce que Polska pourrait être votre style? Bah là j'aime bien aujourd'hui. Franchement, c'est pas. Non mais j'en ai parlé hier avec ma femme. Quoi? Non mais C'est un taré, ce mec. J'en ai parlé hier avec ma femme, il y a quelqu'un qui me plaît bien dans l'émission. non mais Un trouble. Non, mais c'est fou. non. Finalement. Si je peux vous donner un conseil pour le reste de l'émission, C'est ça. calmez-vous, levez le pied. Merci, oui. Non, mais j'ai retrouvé l'origine de cette histoire en fait. C'est parce que j'ai eu une aventure avec quelqu'un qui ressemble à Polska. Non, c'est qui? Je la connais? Une blonde, non, je crois. Bon, je connais un petit Si, peu. je voulais tout le monde. dire. Voilà, et Polska s'est convaincu que j'étais amoureux d'elle. Mais c'est quelque chose de très bizarre. La Voilà. fille avec qui il est sorti, c'est vraiment mon sosie. Non, c'est pas En plus, vrai. je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Ah ouais, mais C'est très bizarre. Ah ouais. Je me sens mal à l'aise. Non, c'est vrai. Moi, je suis En à plus, l'aise, ça je va. trouve que c'est un peu le sosie de votre mec actuel en plus. Ouais. En plus clair. En négatif. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va vous? Ça va, Ça merci. s'est bien passé quand même avec votre mec hier? Oui. Parce qu'il avait. Et sur les réseaux, j'ai vu que ça Ah ouais, réagissait beaucoup. il m'a demandé. Ouais, je sais. Ouais. Il m'a Ça dit va? qu'est-ce qui se passe avec Guillaume, j'ai dit rien. Bah, c'est tout, il vous a cru. Oui, Bah, il est sympa. Non, mais c'est vrai que quoi? Vous avez juste dit rien, il a dit d'accord. oui, il m'a cru. Bah, écoutez, votre mec est plutôt sympa, hein, sans rigoler, parce que après tout ce qui s'est passé, vous lui avez dit que vous deviez le rejoindre à Miami? Je sais pas s'il est au courant de tout. Ah bah il le sera aujourd'hui. Je fais. Ah, Vous j'ai voulez- des. Quoi? Je voulais vous D'accord. envoyer, j'ai des screens de conversation avec Polska. Avec mais, Polska, envoyez-les-moi. Ah, mais Envoyez-les. comment ça? Envoyez-les moi, Guillaume. Calmons-nous. pouvez venir lire, hein, Bah si vous si, voulez. merci, je peux venir lire, merci. Je vais venir. Non, mais laissez. Alors, Polska, t'es où? Ah, non, lui vous dites t'es où, elle vous dit ta gueule. Popo, je t'emmerde. Ça, c'est moi. Donne-moi de l'argent. Ça, c'est Polska. Donne-moi de l'argent, elle vous a dit? Non mais écoutez, non, vous êtes pas un peu des oufs les deux là? C'est des ouf, les deux On là. a un peu une relation Chien et chat. maître soumis. Bon allez, sortez tous les deux, vous me fatiguez. Sortez. Dégagez là. Dégagez, les gars. Oh là là, regardez-moi comment elle court, sans rigoler. C'est insupportable. Non mais elle est obligée de tout tenir, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon, merci. Sacha Elbaz, bonsoir, merci Comment ça d'être là. Sophie Coste, merci d'être là. Tout va bien? Oui, ça va. Merci. Vous m'avez dit de me taire, donc je. Toujours avec votre mec qui fait du vélo? Ouais. Et bye boulot? Non mais elle est avec un mec, elle est avec un wook, Non, Gilles Verdez, je te jure, elle est avec un wook. Non, mais il a les mêmes idées. C'est ce que je disais à Gilles tout à l'heure. Il a un peu les mêmes idées que Gilles. Ouais. Ah ouais? Donc c'est un peu compliqué. C'est un mec bien. Du coup, voilà. Bon. Mais c'est un peu horreur. compliqué pour moi. Quelle horreur. Oui. Moi, j'ai une L'horreur, requête, non, mais- Cyril. Chaque jour, je vous vois arriver avec des véhicules. Ouais. Je crois que vous n'en avez pas qu'un seul. Non. Et moi, je n'en ai pas. Donc, je voulais savoir si vous pouviez m'en donner un. Bah déjà, moi, on me les prête, donc je vais pas prêter des véhicules qu'on me prête. Donc voilà, donc c'est mort, merci. Et sachant que vous êtes un ami, pourriez-vous quand même faire un petit geste? Vous êtes un ami? Oui.
Ah bah alors, va falloir que vous revoyiez la définition d'ami. Un ami, c'est quelqu'un qui me donne de l'argent. Pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Hein, merci. Hein, Gilbert Dest. Alors, Gilbert Dest, j'ai jamais vu aussi beau. Ah, merci. Ah non, mais vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Vous avez illuminé le plateau. Merci. Non, mais comment ça se fait? Bah, il faut voir les autres quand même, ils sont pas non plus... C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Ça va, Isa, ma chérie? Et oui, justement, il parlait en comparatif par rapport à moi. Je suis assez vexée. Pas que toi. Ça va? Ça va, Oui. vous avez mis une combinaison? Et moi, j'ai rien à vous demander. J'ai pas le permis de conduire, donc. Merci. Oui, Faites- j'ai mis une faites un- combinaison. J'aime bien. Ça va, sinon, il y a un suivi dans ce que vous dites ou pas? Non, mais sans rien, on comprend rien de ce qu'elle dit. Ça va, vous allez bien? Très bien. Vous étiez à la radio ce matin? Oui. Toujours, ça fait combien d'années que vous êtes à la radio maintenant? Ça va faire la 30e année à RTL. Non, sans rigoler. Ouais, C'est ouais. qu'à un moment donné, ils m'ont oublié, donc. Ouais, c'est fou. Ils peuvent même plus la Vous vous rendez virer. compte quand vous allez être viré, Non, ils l'oseille peuvent qu'elle plus, va c'est prendre? fini. Oh là 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 là. C'est fini. Ils ferment la L'oseille radio. qu'elle va Il y a un prendre. virable avec les Elle est années. invirable. Ben non, si, parce qu'au bout d'un moment, ils ont le droit de te virer comme ça. Non, non, mais non, vous bah non. donnez 30 ans d'indemnité, vous vous rendez compte ou pas? Golden Parachute. Franchement, ouais, ouais. 30 ans de livreur, tu prends 9500 €, mais 30 ans de RTL, Ouais. je peux te dire que tu dois prendre. Ah là, elle? Hein Je peux te dire, elle est assise sur un tas d'oseille. Mais je touche pas ça. Elle est moi, assise hein. sur un tas d'or. Non, mais Non, mamie, l'indemnité, je mamie, parle. dites la vérité. Eh ben. Vous avez envie de... Vous avez envie de vous faire virer? Non, mais moi, c'est mon mari qui comptait pour moi. Je ne sais pas compter. Et comme maintenant, il est trop malade pour compter, du coup, je suis en jachère. Ah ouais, ça, vous voulez que je compte pour vous? Ah oui? Ah oui? Alors là, je peux vous dire, oui, j'y gagnerais. Bah, je vais voir ce que je peux faire, mais... Non, mais non, franchement, Ah, mais là, vous avez c'est parachute confiance doré, en moi. Vous avez là. confiance en moi. Ah, tout à fait. Ah bah très bien, bah, donnez-moi tout ça, je vais regarder tout ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous n'avez pas confiance? Ben si. Ah, très bien, ça me Ah fait ben plaisir. moi aussi. Alors là, du Merci. moment où j'ai pas à m'en mêler. Alors, Raymond, comment il va? Moi, je vais super bien, mais je suis Vous avez dormi perturbé. cette nuit? Ouais, j'ai dormi de fou. Ah ouais, J'ai bah, ça dormi se voit, 9 ouais. heures. Vous avez la tête J'ai du trop mec qui dormi, peut-être. a dormi énormément, Ouais, ouais, j'ai c'est trop- ça. j'ai peut-être Ouais, ouais. trop dormi. Je vois, ouais. J'ai dormi plus de 9 heures. Vous étiez tout seul? Ouais, tout seul. Bah oui, moi j'ai dormi tout seul. Là. Cette nuit, j'ai seul, dormi tout seul. Ouais, tout seul, tout seul. Tout seul. Avec l'équipe du soir. Avec Vous les êtes- amis de avec toute l'équipe du l'équipe? soir. Non, Non, la chaîne. Ah, d'accord. Ah ouais. Et je suis perturbé parce qu'il y a un gars qui m'a parlé de Sophie qui est bien dans sa vie, qui est aisé. J'arrive pas à me rappeler qui c'est. Ah ouais? Je sais qu'il est aisé parce que je dis ça. De toute façon, Sophie, toi, c'est un mec comme toi qu'il faut. Tu veux dire qu'il y a un mec de Il Ford y a un mec qui t'a demandé un truc sur moi qui est et fou tu- amoureux, qui est sur tes côtes et j'arrive pas à me rappeler. Non, je suis en pas train de vrai. vieillir. Je vous jure, faut que je me rappelle avant la fin de Alors l'émission. qu'il a toute une liste de tocards qu'il me donne en permanence. Ouais. C'est dommage. Non, mais c'est bête. Essaye de te souvenir. Bah, je vais essayer. Si tu m'appelais pas toutes les 2 minutes pour me demander du saumon aussi. Je vais essayer de me souvenir. Je te jure que c'est vrai. Et dès que Je l'ai j'ai fait le nom une du fois. mec, je te donne le nom du Je mec. l'ai fait une Sophie, fois. ça aurait été votre style. Je l'ai fait. Bah, non, je pense pas. Ah, mais quel mytho. Non, parce que la vie ne va pas avec. Sophie, elle aime bien les trucs bien, elle aime bien les Pas choses. du tout, son mec, Pas il... du tout. Moi, je suis très nature et découverte. J'adore les balades en camion Un et mec tout ça. qui touche moins de 4000 €, je peux pas, tu m'as dit. Mais pas du tout. J'ai jamais dit ça. Qui a Tu dit me l'as dit, ça j'étais assise là quand tu me Non, l'as dit. c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, pour un homme, c'est toujours un peu compliqué de trouver sa place s'il gagne moins que sa compagne. Alors, tu vois, je peux pas trouver Voilà la ce place. que... Mais tu, Ça va, tu roules en mais tu Porsche. gagnes pas 4000 Depuis balles 2 par mois. mois, depuis 2 mois, je gagne bien. Et ça veut dire que si dans 6 mois j'ai plus de taf, tu vas t'en aller. Tu fais tes PMP tous les soirs et tu gagnes 4000 balles. Bah, arrête. Je suis pas fou non plus. Non. Là, ça va, ça se passe bien. Tu pourrais, mais si ça tourne vinaigre, je suis désolé, on peut Et plus. ça aurait été votre style. Raymond Ouais. Non. Pourquoi? Tu vois, c'est même pas Mais une pas- question mais pas- d'argent. C'est une question de dégoût. Non, pas du tout. Non, mais non, il est pas fidèle. Moi, j'aime les mecs Mais fidèles. non, t'es hein, con, Raymond donc pas je suis pas fidèle. fidèle, mais t'es malade Raymond ou quoi pas fidèle. Raymond Raymond? Mais elle est Ah, folle, franchement, celle-là. alors là, Raymond, quand j'entends ça, ça me fout en rogne. Si elle est venue là pour dire Raymond ça. pas fidèle? Alors vraiment, c'est quoi? Bah, vraiment. Ah, Alors je suis ça, de ouf, c'est moi, sa je suis qualité de quoi. première, la fidélité. Non mais je vous le dis. Bah Non, regarde. il est peut-être fidèle, loyal en amitié, mais c'est quand même un radar à Tu le connais cul. même pas. Bah, c'est Il un le radar connaît à même cul. pas. Mais elle est qu'est-ce qu'on folle, va elle connaît raconter? même pas Ah, ça si, là. elle est folle. Je l'ai vu 2 fois. Mais ouais, Non, c'est- mais Je ça ne se- vous connais pas, madame. On Non, mais voit à sortez. peu près. Non mais t'as raison, non, mais elle est folle, elle, sans Elle rigoler. m'a croisé 2 fois à l'arrêt de bus là-bas, une fois dans Ah le ouais. métro. Si vous êtes sur une île déserte, Ouais. vous amenez Sacha Elbaz, Jean-Mi, Gilles, Raymond ou Guillaume? Elle va amener Jean-Mi. Non, non, non. Franchement, Ouais, mais après, il se passe des choses hein, sur l'île déserte. Bah, évidemment. Ah oui. les échanges les plus drôles que j'ai pu avoir, franchement, c'est avec Guillaume. Ah, donc vous avez... Je t'assure. Non, mais Ah Le producteur. Eh ouais, vous avez raison, exactement. Ouais, Guillaume, il est fort. tu vas pas te marrer toute la nuit. Bah, donc, vous amenez Guillaume. Ouais, j'amène Guillaume. Guillaume est plus drôle Donc- que Jean-Mi. Donc vous allez passer... Guillaume, il est très drôle. Donc Guillaume vous est allez, plus drôle passer, que vous Jean-Mi. allez passer 2 mois sur une île déserte avec Elton John. Ça vous peut pas Franchement. C'est horrible. C'est horrible. Quoi Vous prendriez qui, vous Paul- Votre conseil, c'est quoi Quoi, moi Pour Jean-Mi
Non, Raymond. Bah, Raymond, bah bien sûr. Ah oui, Bah oui, tu connais bah pas. Raymond. c'est pas Il a grave. des talents C'est pas cachés. grave. Mais non, mais c'est mieux parce que lui, Raymond, il va se débrouiller, il va aller vous chercher des trucs à manger, fumer. il va réparer. Ouais. Il va... Non, mais vous êtes fou Il quoi, connaît. Polska. Ok. Vous, si vous êtes sur une île déserte, vous prenez Sacha Elbaz, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez, Raymond, Guillaume. Je prends vous. Non, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas sur l'île déserte. pas Moi, sur la liste. je passerai peut-être en hélico. Vous jetez des papayes. Ah, toi, voilà. Mais bon, voilà. Bah oui. Moi, je serais, voilà, tu vois, je passe en haut. Ça serait votre île directement. Ah, merci. Ça va, vous, sinon, le moral? Oui, ça va très bien. Hein, c'est vrai, vous êtes sûr? Oui. Vous avez une tête à travailler dans une parfumerie aujourd'hui. Ouais. Dans une tenue et tout, ça rien. Bah, elle n'a pas répondu, elle est maline. Hein. Ouais, elle est maline. Elle est très Oui. maline. Alors Non, elle veut pas répondre. Et vous, Isabelle? Plaît-il? Merci, allez. Oh, j'en ai marre, sans rigoler. Nous ralentit. J'en ai sur une marre. île déserte. Elle nous ralentit. Allez, vous déchaussez. Vous déchaussez, tu rentres au chalet. Allez, tu ralentis l'équipe. Tu déchausses, tu rentres au chalet. Ah, Jean-Michel sur une île. Jean-Michel? Ah ouais. Eh oui, pour rire. Non, je suis pris, merci. Ah bah. Je suis pris, merci. Je suis pris, merci. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a, Polska? Bah, rien du tout. Vous me regardez bizarrement. Ah bon? Ah oui, c'est parce que vous êtes triste pour Guillaume? Pourquoi je serais triste? Parce qu'il partirait avec Sophie Il part avec Coste. Sophie. Guillaume, si toi tu dois partir, tu pourrais partir avec Sophie, avec moi. Bah, avec toi. Bien sûr. Oh, Bah ça y est, voilà. elle a récupéré son dû. Elle a récupéré, ouais. C'est Non, tourné mais c'est manège. vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est pas possible. Non, mais est-ce que vous êtes, si vous étiez célibataire, vous auriez pu être avec Guillaume? On est bientôt en hiver, donc possiblement oui. Pourquoi en hiver? Pourquoi en hiver? Parce qu'en hiver, j'aimais bien les blancs et en été, j'aimais bien les noirs et les métis. Ah ouais, d'accord. Attends, Mais au printemps, Ah oui, c'est les collections été-hiver. en automne, les moineaux. Je vois pas, ouais. Et donc oui, oui. Ok. Merci. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Merci. Je voudrais qu'on accueille et qu'on applaudisse très fort quelqu'un qui nous rejoint aujourd'hui. C'est une grande journaliste, ex-reporter du JT de 13h. Elle était avec notre Jean-Pierre Pernaut qu'on aime tant ici, vous le savez, qui est quelqu'un qui nous manque énormément et qui était avec nous à fond et qui m'a toujours aidé et qui a toujours été là pour moi, mon Jean-Pierre que j'aime fort. Et c'est vrai qu'on est très heureux de. On l'avait reçu en invité, vous vous rappelez ou pas? Dominique Lagroux, sans père, qui est avec nous. Applaudissements pour elle. Merci Dominique. Merci Dominique. Merci Dominique. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ça va, alors vous êtes avec cette bande de fous là, vous inquiétez pas. Je découvre en fait. Ils sont très gentils. Vous inquiétez pas, ils sont très gentils. Ouais, je suis bien entourée là, j'ai l'impression. Vous allez bien vous alors? C'est quand même une immense journaliste qui est avec nous. Elle est allée pendant plus de 20 ans à la rencontre des Français aussi dans de nombreux villes et villages. Vous connaissez mieux que personne les villages de France. Et bien un jour, si vous voulez nous amener, on sera avec vous, avec grand plaisir. Vous pouvez amener la colo, il n'y a pas de problème, on vous suivra. Non mais ça va, vous êtes heureuse, tout va bien? Très heureuse, j'ai découvert le public, il me faisait des cœurs comme ça, JP est là, c'est vrai que c'est chouette. Ah oui, Merci. être à côté de Guillaume Janton, ça vous change de Jean-Pierre Pernaut, oui, ça c'est sûr. Non, j'aime bien aussi. Ah oui, c'est pas mal. Mais non, il avait fait un magnifique mag sur Jean-Pierre. Je sais, on s'en rappelle bien sûr. Et c'est Dominique que Jean-Pierre rêvait de voir lui succéder. Exactement. Elle est excellente, Dominique. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Eh ben moi de même, merci. Merci. pour Guillaume l'invitation. Janton, on est content, c'est normal, c'est gentil, merci. Ouais. Voilà, lui, Je il vais à pense à Marseille ce week-end. Vous allez à Marseille avec Polska? Elle est la bienvenue. Non, c'est vrai? Non, je suis Ouais. occupée. Et je vais faire un truc de fou à Marseille. Vous allez faire quoi? J'organise un truc. Parce que je me suis toujours fait refouler de boîtes dans ma vie. Donc là, j'organise une soirée pour tous les gens qui se font refouler de boîtes. Non. C'est Ça génial. s'appelle la Ça. Crazy Party. J'ai loué un bus. Ce sera samedi soir à Marseille. Et on passe devant toutes les boîtes. On prend les gens qui se font recal de boîtes. Bon. Pas mal. Moi aussi. Énorme. C'est pas mal, bien, c'est pas mal, c'est pas j'aime mal. bien. Eh ben, à mon avis, vous avez risqué de voir Jean-Michel. Je fais énormément recal. Non mais voilà, mais c'est fou. Romain, merci d'être avec nous, Romain. Ça va bien, mon Romain? Ça va, merci d'être là. Ouais, alors, Romain, il est avec nous. Il a été amputé d'une jambe en 2021 à la suite d'une erreur médicale. C'est ça. C'est quoi l'erreur? Est-ce que tu peux nous raconter, Romain? C'est un staphylocoque doré. Ouais, d'accord. Et ça, c'est extrêmement dangereux. hein. Et- Donc après, il y a eu un mauvais suivi derrière du chirurgien. Du coup, Ouais. j'ai accumulé en fait les erreurs sur les mauvais antibiotiques, un acte un petit peu en chambre. Parce qu'après avoir été soigné du staphylocoque, ma jambe était en algodystrophie. Donc algodystrophie, c'est-à-dire que ma jambe était bloquée à 70 degrés. Et on ne pouvait ni faire une flexion ni une extension. Et là, le chirurgien, en fait, je n'étais pas anesthésié, j'étais réveillé. Il est rentré dans ma chambre d'hôpital, il a mis mon pied sur son torse.
Et il est descendu tout son poids du corps et il m'a casé la jambe en chambre en fait. Que ça a été, je crois, la plus grosse douleur même que l'amputation. Et après coup, il m'a mis un plâtre, jambes tendues pendant 15 jours. Et j'étais sous péridurale constante. Je ne sentais pas le bas de mon corps pendant 15 jours. Et après ça, il m'a dit, partez, faites du kiné, prenez votre mal en patience et ça va aller. Donc du coup, après ça, j'ai été à Lyon, ils ont essayé de me mettre une prothèse de genou, mais malheureusement, elle a tenu 8 mois. Et ça m'a ça m'a fracturé le fémur. Et après ça, ils voulaient me faire d'autres opérations pour garder la jambe. Et là, j'ai en réunion collégiale, ils appellent ça, avec les chirurgiens. J'ai levé la main et je leur ai demandé, j'ai dit stop. Ah ouais? J'ai demandé une amputation moi-même. Ouais. Ah ouais, stop. Ouais. Je souffrais tellement qu'il fallait que tout ça s'arrête. Donc maintenant, je suis amputé depuis bientôt 3 ans. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes en équipe de France? C'est ça. Donc en fait, j'ai connu ce sport France de foot. De foot pour amputer. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait du foot en béquille. Exactement. On joue attaquant. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Je suis attaquant, ouais. Comment vous avez connu ce sport? C'est un truc. Je l'ai connu parce que avant mon amputation, comme elle était programmée, j'ai regardé, j'ai anticipé ma poste en amputation et j'ai regardé sur les réseaux et j'ai rencontré le capitaine de l'équipe de France qui s'appelle Jérôme Raffetto qui m'a répondu de suite. Et j'ai fait un match à Marseille avec eux et je n'étais pas amputé encore. Et après ce match, j'étais pressé de perdre ma jambe. C'est fou, mais j'étais pressé parce qu'avant ça, j'ai quand même été en centre de formation de foot, donc le foot, c'était toute ma vie. Ouais. Donc après avoir perdu ma jambe, du coup, je suis sorti le 10 mars. Et le 18, j'étais en essai avec l'équipe de France. Et 6 mois après, j'ai fait la Coupe du Monde avec eux. Incroyable, incroyable. Ça demande une force incroyable dans les bras, parce que vous imaginez bien. C'est très physique. Ouais, c'est très, très, très physique. Merci d'être avec nous, Romain. Merci, ça nous fait bien plaisir. On va se retrouver dans un instant, les chéris, avec l'indic de la rédac. Très, très, très fort aujourd'hui, paraît-il. Il m'a vendu. Et Sacha Elbaz m'a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un indic aussi fort. On va rigoler. Ah ouais, mais vous allez prendre cher, Cyril. Ah comme d'habitude, ça ne me changera pas beaucoup. À tout. Merci d'être avec nous, les chéris. C'est la tribu de Baba, on est ensemble bien sûr tous les jours. Et je vous rappelle que samedi et dimanche, vous retrouverez face à Hanouna avec notamment vraiment un témoignage fou du fils présumé de l'abbé Pierre. Vous allez voir, incroyable. C'est une exclusivité bien sûr pour face à Hanouna. Pour le moment, il est 19h13 et c'est l'indic de la rédac Sacha Elbaz comme tous les vendredis. Je suis content d'être là, content. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui. Alors non, c'est bon. Parce qu'on commence avec vous, Cyril. Cyril, je crois que vous êtes encore un petit enfant, en réalité. Votre âme d'enfant qui est encore en vous, puisque tous les soirs, on a la chance d'avoir le grand Michel Marie pour nous rapporter des faits divers, mais toujours avec sérieux et rigueur. On sera là tout à l'heure. Problème, lorsque vous mettez Cyril Hanouna dedans, lorsqu'il met son grain de sel, eh bien ça part forcément en sucette, puisque Cyril adore l'engrainer. Vous êtes tout simplement l'engraineur de la semaine. Un individu qui a commencé à lui dire wesh, c'est toi, grosse pute, je suis ta mère. Et que fait Baba en le graineur quand il entend des gros mots? Il les fait répéter. Oui, vous avez le rapport, donc oui. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit wesh, c'est toi, la grosse pute, je te nique ta mère. Il sort son téléphone. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Non mais c'est pas drôle du tout. Mais lui, il est incroyable. Ah oui, mais ce qui est drôle, c'est d'entendre dans la voix bien sûr, de Michel Marie. C'est un génie. C'est un génie. D'autre chose. Oui, Cyril, vous connaissez la définition de lourdeur? Oui, bien sûr, Jean-Michel Maire. Absolument. Il l'a encore prouvé cette semaine, c'est la semaine de Jean-Mi. Quelle lourdeur. Lundi 20h40, Jean-Mi réfléchit à son menu du soir. Je disais que j'hésite ce soir entre manger un cassoulet et bouffer un. J'aime bien les deux. J'ai rien à manger dans le frigo. Lundi 20h43, Jean-Mi se prend un vent de force 12 par mètre division. C'est bien Fabrice ça. Merci. Ah ouais. Bravo Fabrice. Vous étiez un petit peu, on revient dans 5 minutes et c'est la belle. Mercredi 19h26, on a retrouvé le Jean-Mi, reporter du Figaro, avec ses questions très pointues. C'est beau. Mais il faudrait te payer pour que tu bouffes le cul de bordel. Je peux vous dire qu'à la péri.
Jeudi 20h20, Jean-Mi se prend un autre match par Sophie cette fois. Combien d'abonnés sur TikTok, toi? Ah, c'est bon, je fasse une vidéo en disant de s'abonner à mon compte. Hein? 500 €. Ouais, c'est ça. Non, il faut. J'ai 8000 abonnés, moi. Je viens de commencer. Dans 15 jours, ça va, 8000 en 15 jours. Voilà. Ouais. Donc il y a de belles balades dans la région. C'est pas censé passer, ça c'est le problème quoi. C'est des offs en principe. Je regrette, je m'excuse auprès de je sais pas qui, mais. De moi. De toi, voilà. Voilà, merci. Pour commencer. Ouais. Ah putain. La semaine dernière, Cyril, exceptionnellement, nous avons enregistré TPP dans les conditions du direct, mais il se trouve que Baba a eu une urgence en pleine émission et il a dû interrompre brutalement le tournage. Mais pourquoi, à votre avis? La réponse officielle, un coup de fil important. La vraie raison, je vous laisse la découvrir en image. Et puis là, c'est lui qui représente la France. C'est en Espagne cette année, à Madrid. Les gars, je reviens, j'ai un truc à gérer. Vous allez m'attendre 5 minutes, on fait une coupe là, s'il vous plaît. C'est un truc à gérer. Ok, d'accord. Non, sorry, je peux appeler un gars parce que C'est les toilettes. Allez, je fais chier. Et dans quelle émission du PAF vous avez déjà vu un animateur avoir une standing ovation parce qu'il allait aux chiottes? Je me sens bien. Je dois l'appeler un gars. Mais vous pouvez pas vous retenir quand ça arrive, vous pouvez pas vous retenir. Nous on se retient. Je suis comme Polska. Polska a le même problème. Non mais c'est vrai, hein? Ça doit sortir, ça doit sortir. Oui. Cette semaine, Cyril, Daniel Gilbert a rejoint l'équipe. On l'adore, franchement, elle est géniale. Raymond, vous adorez aussi beaucoup Daniel, on l'a remarqué cette semaine. Ouais, c'est vraiment votre chroniqueuse préférée? Énormément de respect pour Daniel Gilbert, pour ce qu'elle a fait pour la télé et tout. Beaucoup de respect, vous êtes sûr? Énormément de respect. C'est pas beaucoup, c'est énormément. C'est pas pareil. Vous y croyez ça? Oui, bien sûr. Oh bah, regardez l'image. Moi, ce que j'aime, c'est les gens. Moi, et puis surtout que j'avais jamais vu la télé quand j'étais du téléspectateur en Auvergne. Alors, tout ce que j'ai, c'est du bonus, tu vois. Et puis après, j'ai fait énormément d'animation. J'avais des gens qui pleuraient dans les rues, dans les avions. J'ai découvert un truc qui était... même pas. Alors que j'étais la plus timide qui existe. C'est le seul truc, je me sens toute nue quand j'ai pas de rouge. J'y attache pas une importance capitale. Je voulais être propre. En plus, moi j'ai été élue par les téléspectateurs, donc j'ai été questionnée par personne. T'es mariée? C'est pas bien. C'est exceptionnel ça. Je peux savoir pourquoi je suis placée là? Non, ne vous inquiétez pas, Dominique. C'est à gauche le danger. Ne vous inquiétez pas, Dominique, c'est à gauche qu'il y a les problèmes. Daniel qui reviendra vite pour l'aide, Daniel Gilbert. Parce que je t'ai occupé à faire des trucs. Ouais, bah j'en suis sûr. C'est important. Enfin, Cyril, j'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez ce chanteur derrière? Eddie Mitchell. Alors c'est Cyril Mitchell. Mais la tête, elle est folle. La tête, elle est incroyable. C'est Cyril Mitchell. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir dans l'émission, Cyril a chanté du Eddie Mitchell en direct pendant plus de 20 minutes. Mais ce que vous n'avez pas entendu ou vu, c'est que Cyril a cassé les bonbons à toute la Canal Factory pendant 2 heures avec ses vocalises. Exemple avec l'indic de la rédac qui était en loge et qui a tout vu. Mais vous allez voir, il a gonflé toute la Canal Factory. Regardez, c'est le chanteur de la semaine. Je savais pas que tu l'avais vu. Vous êtes débarrassés et du fait vous agresse. Il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Madame Baron, vous avez entendu le concert de M. Hanouna? Le concert? Oui, vous n'entendez pas de Eddie Mitchell? C'est lui? C'est lui, oui. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il a un avenir potentiel. Il a un bon vibrato? Ah oui. C'est vraiment lui? Oui, c'est lui, vous l'entendez pas là? Allez les chéris,
On va passer bien entendu au coup de cœur et au coup de gueule. Merci. Moi j'ai un petit coup de cœur, c'est Donald Trump qui lance sa propre montre pour financer sa campagne. Regardez, elle coûte $100 000. $100 000 la montre de Donald Trump. Franchement, c'est chaque jour une rigolade. Regardez. Ici Donald Trump et je vous présente quelque chose de spécial que vous allez adorer, mes nouvelles montres Trump. La qualité pour moi est très importante. Ce n'est pas n'importe quelle montre, c'est tout simplement l'une des meilleures jamais fabriquées. C'est une montre avec près de 200 grammes d'or et plus de 100 véritables diamants. Ça fait beaucoup de diamants. J'aime l'or et j'aime les diamants, comme tout le monde. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. Ça fait beaucoup de diamants. Non mais c'est incroyable, Dominique. Moi j'adore. Je suis fan. En même temps, le financement, c'est d'où il vient, quoi. Il nous préoccupe. Exactement. Non, mais je pense que ça va se vendre, non? Bien sûr. 147 exemplaires. 147 exemplaires. Et si vous achetez, vous recevez une lettre personnelle. Non, sans rigoler. Ce qu'on lui reproche un tout petit peu, c'est que c'est fabriqué en Suisse. C'est les meilleurs montres. Comment on fait pour en avoir une? Eh ben vous pouvez, hein. 147 exemplaires, vous pouvez, hein. Non, sans rigoler. Sinon, il y a, pour les petits budgets, mais vous n'en faites pas partie, il y a une montre un peu plus bon marché. Mais celle-là, vous pouvez, hein. On a la lettre, Oui, une lettre personnelle. Non, sans rigoler. Cher Cyril et tout. Ah bah oui. Quoi, cher Cyril? Bah, Dear Cyril en anglais, oui. Dear Cyril? Bah oui. Quoi, mais comment on fait? Vous allez l'acheter. Comment on fait? En fait, là, il est en train de calculer le truc. T'as la lettre de Donald Trump. Quand tu revends la montre, t'as la lettre de Donald Trump. Bien sûr. Ça se trouve, ça va se revendre un truc comme ça. Attention, ça va peut-être prendre de la valeur, en fait. Je pense. C'est votre style, ça, ce genre de montre. Non, mais surtout mon style, c'est de... La sobriété. C'est de prendre de la valeur. La sobriété. D'ailleurs, j'ai une question à propos de ça. Où est la montre? Qui la montre? Parce que Trump a fait une montre à son effigie, mais je crois que l'année dernière, pour votre anniversaire, je vous avais offert une montre à votre effigie. Mais oui, mon fils l'a vendue à Lionel Stan, le DG de la... C'est vrai. Moi aussi, j'en ai deux. Ah oui, vous en avez vendu deux à vous également. Ah oui, je sais. Mais ça, vous croyez que ça peut prendre de la valeur? Ça peut... Oui, numéroté. 147 Il s'est réservé le numéro 1. Il s'est réservé le numéro 1. Et les 146 autres sont à disposition. Elle arrive quand? Bah, elle arrive quand? Là, et là. Elle va trouver la 2. Elle est prête? Si t'arrives à trouver la 2. Allez-y, hein. Franchement, ça se réfléchit parce que je pense que ça peut prendre de la valeur. Il a lancé plein d'objets dérivés, il n'y a pas que des montres. Non, on veut la montre. On veut la montre. On veut la montre. Tu connais, on veut la montre. Voilà, franchement, c'est vrai. Oui, on veut la montre. Coup de cœur de Gilles Verdez. Alors là, je vais le tuer. Oh là là, son coup de cœur. Oh là là, mais quelle horreur. Oh, que Dieu me pardonne. Oui. Il y a une association qui veut créer une taxe grand voyageur. Alors c'est l'inverse des miles, où quand vous accumulez des miles parce que vous voyagez, vous pouvez avoir des billets gratuits. Là, plus vous voyagez, plus vous allez être taxé. Parce qu'on considère que vous... On considère que vous êtes un pollueur, ça coûte très cher, ça pollue l'avion. Donc, allez, je vais pas tarder à devoir aller chercher. Je vais pas tarder à devoir aller parler avec un pote. Ok. Ça recommence. L'avion, c'est 7% des émissions de CO2 de la France. Donc voilà, ils veulent restreindre ça. Et pour ça, on va taxer ceux qui voyagent énormément. Et en discussion, mais ça ne concerne personne ici, l'interdiction des jets privés. Voilà, ça fait partie. Ça ne concerne personne ici. Voilà, exactement. Donc c'est la fédération Réseau Action Climat qui a lancé cette idée, à laquelle je souscris. Ça jamais retenu. C'est complètement injuste, Gilles. C'est pas déjà aux générations actuelles de payer pour tous les autres avant qui se sont gavés, qui ont pris l'avion pour un oui ou pour un non. Bien sûr. Et ensuite, c'est de la discrimination parce que regardez, ils veulent pénaliser les riches urbains. Oui, les riches. Mais attendez, il y a des gens moins riches et c'est très bien qu'ils le fassent. Ils prennent des compagnies low cost. Les compagnies low cost, à ma connaissance, polluent autant que les compagnies normales. Exactement. Pourquoi s'en prendre Il y a des vols, à 40 balles pour aller à Rome des fois. Donc sous prétexte de vouloir œuvrer pour le bien commun, tu fais de la politique et de l'idéologie encore une fois. Mais on va taxer aussi ceux qui prennent beaucoup les compagnies. Mais alors, moi qui prends beaucoup, je prends beaucoup de compagnies low cost, des vols à 40 € que je réserve à l'avance, des 30, 40, 50 balles, etc. Pourquoi je vais taxer? Vous polluez. Vous contribuez à polluer. Vous êtes des fous. Moi j'aime voyager, j'aime me prendre à l'avance, et voilà. Prenez le train. Prenez le train? Bah oui. Le train est plus cher que l'avion. Bah bien sûr, le train c'est beaucoup plus cher que l'avion quand tu te prends en retard. Il t'a expliqué, il te dit pour aller à Rome, des fois pour aller à Marrakech, 40 €. Mais 40 €, exactement. C'est le prix pour un Paris-Lyon, juste le péage, pas l'essence.
Rien, juste le péage, c'est déjà 40 €. Donc c'est comment t'expliques ça à un moment donné? Pollution, vous Oui, n'avez mais, pas oui, mais faut pas dire que c'est les riches. Maintenant, s'il y a Non, beaucoup c'est de tout gens le qui monde prennent doit faire un l'avion, effort. sauf si t'as une famille avec 4 gosses, là, à un moment donné, si t'es tout seul, c'est moins cher de prendre l'avion, c'est une réalité, que de prendre le train Je vous ou la parle de voiture. pollution, Raymond, Mais vous en oui, foutez de la d'accord. pollution. Arrête un peu avec la pollution. Tu crois vraiment que la France va sauver le monde? Mais arrête. Ça, c'est français, c'est que français, ça. Dominique, j'aimerais avoir votre avis parce que vous êtes la plus sensée ici. Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que, enfin, pas avec qui? vous, plutôt Ah, avec avec moi, merci. C'est-à-dire que Merci, je pense qu'il faut arrêter aussi de se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire Voilà. qu'on est toujours les responsables, nous, en France. Quand vous Voilà. voyez la pollution Voilà. sur le monde entier, C'est ça. vous croyez que c'est ça On est qui un va- microbe. Alors, on va dire, OK, il faut Mais on- commencer par quelque chose, mais il faut arrêter de culpabiliser les gens. Aujourd'hui, Exactement. on se lève, on est culpabilisé pour tout. Ouais. Donc, je suis désolée, l'avion, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu prends un avion qui ça coûte beaucoup moins cher qu'un train. Bravo, Dominique. C'est beaucoup plus rapide, les gens ont des rendez-vous, on y va quoi. J'adore cette femme. J'adore cette femme qui a remis Gilles Verdez à sa place avec, tu avez vu, avec classe, avec Gilles. tact et avec Gilles. douceur. Oh, mais c'est- Oh Ah, voilà. Le problème avec... Elle est belle. C'est nul cette idée. là. Bravo, bah voilà. Je sens, vraiment, je pense qu'on a de la chance d'avoir Dominique là. Je pense qu'elle nous a calmé. Non, c'est bon. Non, merci. Tu l'as dit, mon Ah, mais j'ai rien dit, non? Merci, c'est bon. C'était sur quoi? Sur Gilles, évidemment, je voulais le fracasser. Oui, mais Dominique Bah non. s'en est Ah, mais moi, c'était chargé. plus violent quand même. Ah oui, mais c'était sympa avec Dominique, un Oui, petit peu de c'était- douceur. elle a apaisé, Dans ce elle a- monde de brut. Mais hein, une Gilles. prise de conscience mondiale, Ouais. effectivement. Mais ils s'en Ah foutent, oui, mais ils s'en foutent. les Chinois, les Australiens, les Mais ils s'en Américains, foutent. Ah, bien ça serait sûr. bien qu'eux, Ils s'en ils foutent. Ah, bien réfléchissent un sûr, peu, quoi. bien sûr, Ils bien s'en sûr. foutent, ils s'en foutent. Gilles, je sens que vous aimez bien Dominique. Beaucoup. Hein? On a beaucoup parlé en loge. Il a Ah ouais. été On a préparé l'émission adorable. ensemble. Beaucoup, Ah j'aime ouais. beaucoup. Il est adorable. Hein. Ah ben, il m'a accueilli comme une reine. Ouais, je sais, bah. Il a Ouais, été nous, alors charmant. Mais non, c'est le premier que j'ai rencontré. Ouais, bien Voilà. sûr. Mais Ah, qu'est-ce ça y qu'elle est. a, mamie? Oh là là. Elle est C'est le jalouse. premier. Elle est jalouse, hein? Moi, je vais vous dire, Oui, moi, parce je vais que vous dire, j'aime beaucoup Dominique. je suis à 2 doigts de dire que Véronique est ma nouvelle chouchoute. Véronique? Véronique. De dire, Dominique. Dominique. J'y vais, hein. Moi, tu peux me faire rire, vas-y. Moi, je m'en vais, hein. Non, non, mais je rigolais. Patricia, t'as oublié de Janine, assieds-toi. Merci, Robert. Merci. Merci. Alors, on a un coup de gueule de Raymond. Ça, oui. Ça, oui. Là, je dis oui. Là, je Oui, dis oui. Moi, mon coup de gueule, il concerne des agents SNCF, les contrôleurs plus précisément, qui vont vouloir, c'est pas qu'ils vont vouloir, c'est ils vont toucher des primes à chaque fois qu'ils émettent des amendes aux passagers. C'est-à-dire, plus ils vont mettre d'amendes, plus ils vont toucher des primes. Je trouve ça totalement dégueulasse, parce que la SNCF, jusqu'à preuve du contraire, c'est une société actionnaire en majorité par l'État. Donc c'est l'État, c'est notre argent. Je ne vois pas pourquoi on devrait donner des primes à des gens qu'on paye déjà. Nous, avec les contribuables, on les paye déjà et ils sont pas trop mal payés, c'est pas les plus malheureux du panier. Et il faut en plus leur donner des primes pour qu'ils fassent leur travail. Alors une société privée, je veux bien que tu donnes une prime à un mec avec son camion pour qu'il se dépêche pour livrer plus parce que c'est privé. Là, c'est de l'argent de l'État. Je vois pas pourquoi on donnerait des primes pour faire ton travail en fait. T'es déjà payé en fait. Stop. Alors, Y a pas à donner des primes. on a la chance d'avoir Willy Yvan Laude qui est avec nous, contrôleur licencié par la RATP. Donc vous avez les primes, c'est quand on vous dit, on vous dit, ouais, il faut mettre plus d'amende pour prendre. Non, c'est pas qu'on nous dise qu'il faut en mettre plus en fait. On a un objectif. On doit le faire. Vous avez un objectif quand même. On a un objectif, bien sûr. Incroyable. Enfin, quand même, il y a Toi, un mec certain- qui vend des voitures, t'as vu combien voilà, c'est on a un privé, les objectif voitures. en fait annuel. Si on l'atteint, on a cette prime. C'est ouf. C'est incroyable. Voilà. Non mais C'est déjà si que on vous avez un l'atteint. objectif, je savais pas que vous en aviez Si un. vous ne l'atteignez pas. Voilà. Si on l'atteint pas, on l'a pas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens à la SNCF, on les Alors, mettait je dans suis à les la trains. RATP. Ou à la RATP, on les mettait dans les trains ou dans les bus. Vous êtes ce qu'on est en train de comprendre de ce système, c'est-à-dire que les mecs montaient dans le train, s'asseyaient, discutaient entre eux et touchaient leur salaire. Et comme ils ramenaient pas assez d'argent, on leur a dit les mecs, faut arrêter d'être assis dans le train, faut y aller chercher les primes, sinon c'est ça qu'on est en train de comprendre. Mais il n'y a pas Raymond, besoin de donner une pardon, mais prime. tu prends le problème à l'envers, excuse-moi Raymond. Le problème, déjà on a l'impression que tu ne souhaites pas que ces gens-là gagnent plus d'argent. Bah, tant mieux, Mais bien si ça sûr va que avoir une si. prime. C'est une prime qui est prise sur les amendes, donc c'est pas une prime en plus. Et pardon, mais l'essence du problème, c'est les gens qui payent pas leur ticket, les gars. Mais je suis d'accord avec toi. Ah oui, tu Mais payes t'es ton déjà ticket, payé t'as pour pas être d'amende. contrôleur. Non mais d'accord, mais c'est pour leur pousser à être plus performants,
pour l'entreprise, pour les rémunérer et pour les récompenser. Et les gars qui payent pas leur billet, payez votre billet. Les mais gars. ton système d'amende, l'amende, elle va bien dans les caisses de la SNCF. Oui. Donc la SNCF pourrait faire autre chose avec cet argent et faire économiser de l'argent à l'État, non? Moi, non, parce que non, c'est pour encourager les contrôleurs à la performance. Mais qui va payer l'amende? L'amende, une fois qu'il a payé, c'est la SNCF qui paye le gars. Mais la SNCF a payé le gars avec quel argent? Moi, je suis complètement d'accord avec Raymond. C'est bizarre. Là-dessus, moi, je suis là. de dire. Non, mais là, c'est normal. 4 000 € parce qu'il a mis des amendes. Attends, on n'est pas touché. Alors, si franchement on avait un salaire de 4 000 €, je serais pas là aujourd'hui. C'est le truc. Bien sûr. Mais la RATP et la SNCF, ils sont pas payés 1 300 balles, les mecs. Mais dis-moi la vérité. On Ils n'est sont pas pas payé payés 1 300 balles. Ça dépend. Tu rentres à 1 400, oui, mais à chaque fois, vous 1 500. dites ça, tu rentres. Mais au bout de 10 ans, on prend une moyenne. Écoute, moi j'ai 22 ans de régie, d'accord? Jusqu'à lundi, j'avais 22 ans de régie. Je touchais 2 700 €. En net ou en brut? D'accord? Net. Voilà. C'est magnifique. Okay. Bravo. 2 700 €. Bravo, c'est magnifique. Voilà. Tu sais, 2007, c'est beaucoup. Oui. Il y a des gens, au bout de 22 ans de boîte, ils sont toujours à 1007 et 1008. 2007, oui, mais c'est énorme. chacun son métier. Chacun son métier. Je suis rentré là-dedans. Même moi, j'étais chauffeur livreur, je prenais 2002, 2003. Je suis arrivé en télé, je touchais énormément d'argent pour rien foutre. Je suis d'accord avec toi. Chacun son métier. Sauf que vous êtes pas les plus mal lotis du panier. C'est ça que je veux dire. C'est pas la prime qui pose problème. Moi-même, le premier, je suis content de l'avoir. Je ne suis pas là pour enlever la prime. Si ça, c'est inclus dans le salaire, on n'a pas besoin. Willy, vous avez été licencié. Oui, ouais, j'ai été Alors, licencié. les motifs relevés de la RATP sont comportement inadapté, ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail des membres de son équipe basée sur le rapport de 10 de ses collègues. Ces motifs vont d'insultes envers ses collègues pendant les réunions de briefing dans son activité quotidienne, comme salope de l'entreprise, lèche-cul ou vendu. Il fallait qu'on fasse un écrit pour me licencier. Je suis quelqu'un, en fin de compte. Vous n'avez jamais dit la salope de l'entreprise, tout ça? Non. Non, ça, c'est pas du tout dans mon comportement. Pas du tout dans mon comportement. Je suis. Bah non. Mais le fond du problème, c'est que j'ai participé, il y a quelques mois de ça, à une émission M6 sur les dérives des primes liées donc aux contrôleurs. Ça a posé problème. Donc, ils ont essayé d'une manière détournée, en fait, de me licencier en faisant écrire à mes collègues, donc mes 10 collègues, des rapports. Ce qui dérange, c'est mon comportement. Parce que derrière ça, je suis quelqu'un, j'ai une forte tête. Voilà. Il y a des choses que syndicalement, je refuse de faire. Je suis contrôleur et non agent commercial avant des ventes. Voilà, tout simplement. En plus, syndicalement, je défends ça. Ce n'est pas pour me retrouver avec un métier supplémentaire. C'est comme si on demandait à un machiniste d'aller faire la mécanique avant de prendre son bus. Voilà, c'est chacun son métier. Donc ça, j'ai refusé. Ça a posé problème. Ça a posé problème avec mes collègues. Ils sont jeunes de régie. Ils ont 3 et 4 mois de régie. Bon, j'en ai 22. Déjà, elle était derrière moi, ma vie, en fait. Et donc tout ça, ça posait problème à mon encadrement. Donc il fallait trouver une solution. Et la solution a été que mes collègues écrivent. Voilà, en disant, donc c'est fait, la fabulation, c'est l'entreprise, voilà. Moi, je sais très bien comment je suis et on me connaît, c'est pas du tout dans mon comportement. Même au niveau du boulot, il n'y a rien à dire. C'est dommage parce que les collègues, ils ont écrit, ça peut aller loin pour eux, on est des agents assermentés, c'est pas du tout la même chose. Là, on n'est pas sur une personne lambda. Normalement, là, c'est les prud'hommes. Hein, donc, on n'a pas le choix. Donc, je suis viré depuis lundi. Donc, maintenant, la procédure, elle est enclenchée. C'est tout récent, lundi. J'ai reçu la lettre de révocation lundi. Voilà. Donc, pour les motifs, voilà, fut-il 10 rapports au bout de 22 ans. Alors, viré juste pour ça. Ouais. Juste parce que j'ai refusé de vendre des passes Navigo et aussi d'avoir. Je pense que c'était juste parce que je pense que c'est parce que vous êtes une forte tête, c'est ça. Oui. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Voilà. Syndicalement, je dérange. Voilà. En ce moment, la RATP, on a l'ouverture de la concurrence qui commence au 1er janvier 2025. Les syndicalistes comme moi, il faut qu'on s'en débarrasse. Des agents comme moi sous statut RATP, on est très peu, il en reste très peu. Ça dérange, donc il faut faire le ménage. Donc, en tant que lanceur d'alerte, liberté d'expression, ancien statut RATP, tout ça fait qu'il faut faire le ménage. Et je suis tombé donc dans ce panier. Et ce qui est le plus important, c'est que là, ils ont fait quand même fort. Hein. Je crois que c'est très rare qu'un syndicaliste soit viré donc, pour ces thèmes, en fait. Voilà, donc je suis là pour personnel protégé. On fait de moi, en fin de compte,
vraiment l'exemple. Dès l'instant où on me le fait, c'est fini. Derrière, il va avoir un gros nettoyage. Merci Il va Willy. être fait. Mais de rien, au plaisir. Merci Willy d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va parler maintenant. Le coup de gueule de Sacha-Iban. Oui. J'ai un coup de gueule par rapport à l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. C'est une aide qui est proposée aux étrangers qui ont besoin d'une prise en charge de soins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 8 ministres de la Santé qui ont demandé au gouvernement de maintenir cette aide-là. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, veut la supprimer. Donc, au bout d'un moment, est-ce que la France est un parc d'attractions? C'est la question qu'on se pose, parce que, certes, ça permet d'aider beaucoup de monde, mais au bout d'un moment, c'est soit on se dit l'État n'a plus d'argent, soit on se dit, au bout d'un moment, il faut supprimer. Ça coûte 1 milliard d'euros à l'État. Certains vont me répondre que c'est 0,5% des dépenses de santé. Je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est soit on a les moyens d'aider, soit on n'a plus les moyens. Et je crois comprendre que la France a un gros déficit. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix et il faut passer à la vitesse supérieure. C'est de la folie de vouloir supprimer l'AME. Et ces anciens ministres de la Santé, ils ont raison. 1, c'est l'honneur de la France. 2, les médecins refuseront, si on supprime l'AME, les médecins refuseront la suppression et ils continueront à soigner tous les gens qui viennent, papier ou pas, parce que c'est le serment d'Hippocrate, on doit soigner tout le monde. Troisièmement, si on ne soigne pas au début, on sera dans des situations d'urgence à la fin, ça coûtera encore plus cher. Donc arrêtez, ça concerne je crois 350 000 personnes, 1 milliard d'euros, c'est une goutte d'eau dans le budget de la santé, dans le budget de la France. Arrêtez de vouloir supprimer l'AME. Attends, c'est pas vrai ce que tu dis. Quand tu dis les médecins vont continuer à soigner tout le monde, tu as des cabinets où quand tu viens, on te dit vous n'êtes pas mon client, je n'ai plus le droit de vous soigner. Exactement, bravo Isabelle. Et on peut très bien mettre une aide d'urgence. On n'est pas obligé de... J'ai été voir hier soir justement quels soins étaient remboursés dans le cadre de l'AME et j'ai vu par exemple il y avait le détartrage. Alors en quoi c'est une aide d'urgence? Il y a pas de ça, il y a recoller les oreilles. Oui, les oreilles, mais détartrage. Refaire le nez, rhinoplastie. Non mais c'est... Mais non, c'est n'importe quoi. On se fait détartrer. Je peux vous répondre ou pas? Non. Bon, d'accord. Franchement, on sait ce que vous allez dire. Non? Bah si. Si on détartre pas, plus tard, on devra opérer des dents. Et si on recolle pas les oreilles, recolle pas les oreilles, ils vont moins bien l'entendre. Mais Cyril, mais c'est parce que c'est pas du confort. Mais arrêtez de dire des bêtises, bien sûr que si. Mais non. Quoi? Mais le confort. Mais n'importe quoi. Mais les mecs, recoller les oreilles. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi payé par nos. Mais c'est pas de l'esthétique, c'est parce qu'il y a un problème d'audition. N'importe quoi. Un problème d'audition. T'as déjà vu un mec qui a les oreilles décollées qui entend mal, toi? C'est ça qui est fou. Mais non, mais vous croyez que les étrangers viennent là pour se faire recoller les oreilles en France? Mais écoutez-moi bien, il y en a 10% qui viennent pour l'AME, on le sait, on a les chiffres, qu'est-ce que vous racontez? Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce qui est fou dans ce qu'il raconte, mais oui, il raconte n'importe quoi ce mec. On est humain, on veut bien. Vous voulez que les étrangers... Attends, je vais essayer de me servir de ce que tu as dit toi. Comme d'habitude. Je vais essayer de me servir de ce que tu as dit toi. Quand un étranger il vient qu'il est malade, nous on veut le soigner, on veut pas qu'il crève et on veut pas non plus qu'il vienne avec une maladie et qu'il contamine d'autres gens. Donc il faut le soigner. Dans ton raisonnement, tu dis l'AME, c'est une aide l'AME, hein. C'est pas un truc acquis, c'est une aide normalement. Donc l'étranger vient. Sous condition de ressources, etc. C'est bon. Voilà. Donc tu dis un détartrage et tu dis plus bien sûr. tard. Mais toi tu caricatures. Opérer. Ça veut dire que tu n'as aucun dans ta tête à toi. Mais il dit n'importe quoi. Le mec ne travaillera jamais. Ça veut dire qu'il faudra qu'il reste là pendant 15-20 ans et dans 20 ans on va l'opérer. Ça veut dire que pendant 20 ans et on va lui faire après, on va lui faire un blanchiment des dents. Blanchiment des dents, recoller les oreilles. L'AME c'est une aide. Rhinoplastie. Le gars dans 6 mois c'est pas le cas. C'est ça. Non, mais je te dis, oui, Guillaume. On parle souvent de préférence nationale. Gilles, il est dans la préférence étrangère. C'est-à-dire que tu préfères qu'un étranger se fasse détartrer les dents, un Français qui ne peut pas se payer son détartrage, tu t'en fous? Non, je veux pas qu'un étranger en situation irrégulière vienne mourir ici parce qu'on l'a pas soigné. C'est de l'humanité. Tu meurs rarement d'un détartrage, Jean-Michel. Ah bah non, mais moi je suis à l'opposé. Bien sûr. C'est la double peine avec Gilles. De toute façon, lui, il soutient les gens. Il est généreux avec l'argent des autres. C'est-à-dire que voilà, quand c'est des squatteurs, il est généreux, mais c'est pas son argent. C'est comme la bague que je vais offrir pour l'offrir à Patou. Voilà. Et il est aigri et jaloux de ceux qui réussissent. Donc c'est la double peine avec. Mais quel est le rapport avec l'AME? Excusez-moi, mais il me tape dessus à titre personnel. Il n'y a aucun rapport avec l'AME. Vous dites carrément, Gilles, il est con, il est nul, c'est l'argent des autres, c'est tout. On parle de l'AME. Si tu pousses un peu, je parle tout à l'heure des billets d'avion où tu disais qu'il fallait taxer les riches. C'était le débat d'avant. Mais excuse-moi, il y a un fil rouge dans l'émission. Il y a un fil rouge. Il est fou celui-là. Il y a un conducteur, t'as qu'à suivre. Et il y a une logique. Cyril il bosse, il y a une logique dans l'émission. C'est vrai que Cyril il bosse. Cyril il bosse. C'est pas que Liège. Non mais oh. Ah oui, quand même. Non, je vais pas tarder à aller parler à un ami. Oui.
Oui, vous voulez réagir, madame? Non, mais c'est surtout qu'il y a une espèce d'hypocrisie, moi, je trouve, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. La politique d'immigration aussi, où on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut réguler l'immigration. Tu sais très bien, Gilles, aussi, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui sont en situation irrégulière parce qu'il y a l'AME aussi. C'est faux. Exactement. Si, mais si, on a les chiffres. On a les chiffres. Gilles, qu'est-ce que vous racontez? Il y en a 10% au moins. Gilles, tu peux pas, à chaque fois qu'il y a un truc qui te dérange politiquement, parce que ça va pas dans ton sens, dire c'est faux. Mais ouais. En fait, c'est vrai. C'est ce que j'ai toujours fait, je vais pas changer aujourd'hui. Hein. C'est vrai, et on le sait. Après, il y a peut-être une histoire aussi, quand tu dis, effectivement, si on laisse traîner une maladie, ça va se terminer en urgence, mais est-ce qu'il faudrait pas mettre en place une aide finalement d'urgence dès le début? C'est que ça qu'il faut faire. Tu vois, plutôt que de rester sur l'AME, de partir tout de suite sur l'AME. Alors, je sais pas, qu'est-ce que t'en... Non? Bien sûr, oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez écouté? On en a déjà parlé ici, c'est vrai que j'ai dit pour moi c'est l'AMU avant la donc vous êtes d'accord avec moi? C'est la CMU d'ailleurs, avant l'AMU. On dit toujours la France, le pays des droits de l'homme, et c'est pas parce qu'on a fait les droits de l'homme en 1789 qu'on peut accueillir absolument tout le monde. Exactement, bravo Isabelle. Voilà. Et Gilles Verdez, il est dans le monde de l'utopie, Gilles Verdez. Dominique, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Je suis pas d'accord avec toi, Gilles, encore une fois. Je suis désolée, c'est difficile, mais c'est comme ça. Je pense qu'effectivement, il faut à un moment... Il faut supprimer l'AME, mais d'urgence. Sortir d'une vision bisounours de la France peut aider tout le monde. Je veux dire, évidemment qu'on aurait envie de pouvoir soigner tout le monde, on aurait envie de pouvoir accueillir tout le monde. Simplement, la réalité fait que ça n'est pas possible. Absolument. Vous savez, moi, j'ai mon grand frère qui habite au Canada. Eh ben, quand on veut se faire soigner les dents, il faut payer. Voilà. Et donc on reste avec un détartrage qui n'est pas fait. Et on ne le fait pas. C'est ça aussi la réalité. Donc effectivement, la France, on a ça et il faut le protéger. Une manière de... Voilà, les soins, c'est un cadeau d'avoir ça. Simplement, on ne peut pas démultiplier ça pour tout le monde. Envoie-lui un bisou. Allez, 2. Alors, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr qu'elle a raison, la ME, c'est nul. Allez, on se retrouve dans un instant sur C8. Alors, Gilles, dans les images du jour, il y a Sébastien Delogu qui vous a déboîté. Non, comme quoi c'est ses amis. C'est pas mes amis. Ah bah là, c'est pas vos amis, là, nous on le confirme. À tout de suite. Merci d'être là, les chéris. On va démarrer. Se touche pas mon poste par les 5 images du jour. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2. Il y en a 5. Et Sébastien Delogu. Alors, moi, qu'il ait mal parlé de moi, on comprend. Mais qu'il ait massacré Gilles Verdez, alors là, Gilles, si vos amis commencent à se mettre sur vos côtes, là, on n'est pas bien. Alors là, ça m'a fait beaucoup de peine pour vous. Moi, ça m'a fait de la peine pour vous. Il fait que les défendre à longueur de journée. Il a massacré. Bon, après, c'est Sébastien Delogu. Bon, voilà, Sébastien Delogu. Voilà, je pense qu'il a. Voilà, là-bas, dans tout le groupe, ils ont un cerveau pour 6, donc ils se le passent. Voilà, à mon avis, il ne l'avait pas ce jour-là. Les chéris, allez, on va revenir sur les 5 images du jour. Ah, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Alors, on l'aime pas, Antoine Armand, il venait souvent nous voir. Et moi, j'oublie pas. Je le dis, les gars, moi, j'oublie pas. J'oublie pas, il était souvent là, à chaque fois qu'on l'appelait, il venait nous voir. Il a fait énormément de télé, de la radio avec moi. Donc on n'oublie pas. Après, voilà. On espère, de toute façon, on espère que ça va marcher. Forcément, on pense d'abord à la France. En plus, sur le plan économique, là, c'est compliqué. Donc forcément, on espère que ça va marcher. Antoine Armand, il a dit vouloir faire en sorte que tous les Français qui travaillent aient un salaire décent. Alors ça, bien sûr, on est d'accord. Ça fait des années qu'on le dit. Je pense que tout le monde pense pareil qu'Antoine Armand. Hein. On se dit, le mec qui se réveille à 8h du matin, qui se couche et qui revient à 19h du travail, il n'a pas envie de se dire, le 11 du mois, j'ai pas donné à manger pour mes enfants. Donc voilà, donc forcément, voilà, il veut un salaire décent pour tout le monde, Antoine Armand. Tiens, on va l'inviter d'ailleurs, Antoine Armand. Peut-être semaine prochaine, on va voir s'il peut venir, le ministre de l'économie. Voilà, Gilles Verdez, vous avez envie de le voir? Oui. Vous l'aimez bien, je le sais. Oui, mais je le trouve brillant et compétent. Après, on verra ce que ça donne, mais il y a quelque chose. Et puis en plus, maintenant que vos amis vous ont laissé tomber, il faut vous trouver une nouvelle famille. Allez, c'est parti, regardez. La richesse de notre pays, ce sont les femmes et les hommes qui la créent. Ce sont eux qui transmettent leur savoir pour former les plus jeunes, eux qui travaillent, eux qui innovent. Pour partager la valeur, encore faut-il la créer, mesdames et messieurs. Notre travail à nous, dans ce monde, c'est de faciliter la tâche des entreprises, de celles et ceux qui travaillent. C'est de les accompagner et de ne pas les encombrer de normes parfois inutiles ou contradictoires. De faire en sorte que tous les Français qui travaillent aient un salaire décent.
Alors, bon, bah, ça, on est tous d'accord, on va pas se raconter l'histoire. On est contre le cancer aussi, on est contre la guerre, oui, c'est Vous êtes méchant. C'est des banalités. Maintenant, il faut qu'il le fasse. Voilà. Oui, et puis ça part d'une bonne intention. Le salaire qu'il réclame, le fameux salaire décent, c'est 3 532 € brut mensuels, comme le fait déjà certaines entreprises comme Michelin. C'est très bien sur le papier, sauf qu'aujourd'hui, les entreprises, la plupart, ne peuvent pas le faire. Un salaire à 3 532 € brut, ça coûte environ 5 121 € à l'entreprise pour que le salarié touche 2 649 avant impôt. Donc vous avez un rapport du simple, parfois jusqu'au triple, entre ce que paye l'employeur et ce que touche le salarié. Donc au lieu de promettre des salaires mirobolants, ce qui devrait faire aider les entreprises. Aider les entreprises, faire une liste de toutes les dépenses inutiles de l'État, les assos qui servent à rien, l'audiovisuel public, etc., qui coûtent des milliards, Alors, on parle... on parle de 4 milliards d'euros. Pas sur la télé, je l'ai déjà dit. Moi, je pense qu'il y a énormément de radios. Voilà, il y a des radios. Non, mais c'est ça. J'ai dit l'audiovisuel, c'est 4 milliards. Et non, mais des exemples comme ça, il y en a des centaines. Faire une liste de ça, l'expliquer clairement aux Français. Voilà combien de milliards on dépense en trop. Et ces milliards qui sont financés, mais par des charges qui sont prélevées et aux employeurs et aux salariés. Grâce à ça, on fait diminuer les charges du salaire et les gens touchent plus d'argent. Mais ne promettez pas monts et merveilles aux Français. Aucune entreprise va pouvoir passer tous ses salariés à 3 500 € brut. Ça n'existe pas. Mais non, si, mais pour faire ça, à mon avis, il faut qu'il fasse d'autres choses derrière. Bah, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il sous-entend. Alors, défendez vos nouveaux amis. Il parle de création de richesse, il parle de normes. Qu'est-ce que ça veut dire normes? Ça veut dire qu'on est englué sous les normes, sous les charges. Et donc, il veut libéraliser ça. Il veut faire que l'argent revienne dans la poche des gens. Non, mais là, vous le condamnez avant même qu'il bosse. Voilà. Ça dégueulasse. Voilà. Et ça vous énerve. Ah, mais ça m'énerve, bien sûr. Laissez-le bosser, ce ministre, enfin. Ras-le-bol. Non, mais ras-le-bol, Gilles. Bah oui, je l'aime bien, moi. Ah, bah oui, il faut que vous trouviez une nouvelle famille. C'est vraiment la France du passé. Merci, on va pas rester 2 heures là-dessus. On va voir ce qu'il dit. Juste ma petite chouchoute, Véronique. Je rigole, bien entendu. Bernard. Oui. C'est génial cette annonce. S'ils peuvent trouver l'argent pour le faire, formidable. Les Français attendent ça. Simplement, ma question, c'est pourquoi maintenant, là, alors qu'on a attendu tellement de temps pour avoir un gouvernement, si c'est possible aujourd'hui, pourquoi ne pas l'avoir fait en début de présidentielle? Je pense qu'il ne faut pas simplement prendre les gens pour des idiots. C'est-à-dire que ce n'est pas une annonce comme ça qui va rassurer les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés. Mais par des actes aussi. Ouais. Et je suis d'accord avec Dominique. La défiance politique, elle est là. Exactement. Dominique a raison. C'est vrai que si c'était possible, ça c'est un truc. Tout le monde a envie que les Français gagnent de leur vie. C'est vraiment non, mais c'est vrai. Tu vas pas avoir un mec qui va dire ah non, moi je veux que les Français ils soient sous terre et qu'ils gagnent pas d'argent. Mais c'est vrai. T'as pas un mec qui va dire ça. On a tous envie que les Français gagnent plus d'argent et qu'ils aient tous un salaire décent. Donc c'est vrai que le truc c'est pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Je suis assez d'accord avec vous, Dominique, et j'espère que peut-être que maintenant, j'espère qu'ils vont trouver des solutions, parce que moi, voir des Français qui travaillent et qui sont dans une panade incroyable, ça me fend le cœur tous les jours. Je vous le dis, et c'est vrai que voilà, il y a des mecs qui travaillent et qui se tuent à la tâche et qui malheureusement n'arrivent pas à vivre décemment, et ça c'est inadmissible. Et vraiment, c'est la priorité aussi pour moi, comme je l'ai dit, il y a un pouvoir d'achat, sécurité. C'est les deux priorités. On veut des Français qui retrouvent le sourire, qui retrouvent la joie de vivre et qui, comme je le dis à chaque fois, arrêtent de juste essayer de survivre, mais qui peuvent vivre un peu. Voilà, on a envie, des Français qui peuvent avoir un petit peu de loisirs, qui peuvent un peu aussi, profiter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir la peur au ventre, de se dire on pourra pas manger à la fin de la semaine, c'est insupportable quand on travaille du matin au soir. C'est insupportable. C'est pour ça que là, on va montrer la terrible image d'un jeune couple violemment agressé dans une station-service. C'est l'image du jour aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. C'est dans une station-service. 5 individus à Rouen, le dimanche 15 septembre, ont agressé un couple. C'est ça. Les images sont d'une extrême violence. Effectivement, c'est un jeune couple qui est dans une station-service. Lui, il a 20 ans. Il a été séquestré aussi. Absolument. Il a 20 ans. Elle est lycéenne. Elle a 18 ans. Et ils sont attaqués par 5 hommes. Et à ce moment-là, ils vont prendre très, très peur parce que les agresseurs mettent un sac, une veste sur la tête du jeune homme et le tabassent vraiment fortement. Si un couple n'était pas intervenu miraculeusement et une automobile qui arrivait autour de la station-service, ils auraient pu mourir, Cyril. Donc c'est d'une extrême violence et ils ont été hospitalisés. Regardez ces images. Dimanche soir à 22 h, il fait le plein de son véhicule dans cette station-service et se retrouve attaqué sauvagement par 5 individus. Les agresseurs tentent de voler la voiture du couple, mais le jeune homme, les vêtements déchirés, résiste. Il klaxonne même pour tenter d'alerter.
Je vois dans la voiture qu'il l'étrangle, qu'il lui met des coups de crosse de l'arme sur la tête. Mais à un moment, il arrive à enlever les clés, il part en courant. Les agresseurs armés le rattrapent et le passent à tabac au sol. Je sors plus de chez moi, je suis dans l'insécurité totale, je mets plus les pieds en ville. Voilà, donc c'est incroyable cette affaire. C'est d'une violence. Ils ont pu appréhender les suspects ou bien du tout? Je crois pas, Cyril, mais j'ai un doute là-dessus. Et si jamais ça avait été plus loin, comme il y avait des armes, on ne sait pas jusqu'où ça serait allé. Ils voulaient voler leurs affaires, c'est sûr. Mais jusqu'où voulaient-ils aller après? Là, c'est l'interrogation. Incroyable. On va passer à la troisième image du jour. Est-ce que vous avez vu cette actualité? 2 comédiens de la série Scène de ménage qui incarnaient Jalil et Louisa, un couple algéro-congolais, ont été évincés du programme. Alors, c'est incroyable. Moi, je vais vous dire, ça, je ne vais même pas le traiter. Ça me rend fou. Mediapart, dans une enquête publiée hier, a annoncé que cette décision serait liée aux origines des personnages du couple. Vous croyez vraiment qu'M6 Non mais vraiment, non mais comment on peut croire qu'M6 Non mais les mecs, non mais c'est impossible. Excusez-moi, je connais bien le groupe M6 et même ils sont quand même aussi intelligents. Vous voyez le groupe M6 dire ah oui on va enlever les deux là, ça passe mal. Mais les mecs, mais sans rigoler, mais comment on peut? Mais c'est insupportable. D'autant qu'il y a un autre couple, les deux plus âgés, Cotenson et Bénureau, qui s'en vont aussi. Ça, exactement. Ils n'en parlent pas. Oui. Donc c'est en plus Cotenson et Bénureau, en plus c'est 2 têtes d'affiche voilà. Donc c'est n'importe quoi. Ils ont toujours fait ça dans Scène de ménage. Ils ont toujours renouvelé les couples. Et ils ont toujours essayé d'apporter des nouveautés dans le programme. C'est insupportable. Je vous le dis, c'est insupportable. Mais s'ils étaient racistes, ils les auraient pas mis exactement. Vous avez totalement raison. Ils sont dans plus de 1000 séquences de la série. Ils sont dans toutes les bandes annonces. Et c'est juste qu'en fait la production voulait réduire le nombre de couples. C'est exactement ce que vous voulez dire. Mais je vais vous dire pourquoi. Scène de ménage aujourd'hui, voilà, ça marche bien, mais voilà, ça. En audience, il y a énormément de concurrence, on le sait, dont nous, on va pas se mentir. Il y a énormément de concurrence. Il y a France 2 qui a rallongé son journal, donc forcément, ça fait encore plus de concurrence. Donc forcément, ils essaient de faire le mieux pour ce programme, qui est un programme phare du groupe M6. Ils ont enlevé 2 couples. Il y a des mecs qui cherchent des poux dans la tête d'M6. Qui vont chercher. Et dans les entrants, il y a 2 personnes issues de la diversité. Bah oui, non mais c'est n'importe quoi. Ils n'ont même pas à se justifier. Mais bien sûr. Ça fait des années qu'on les accuse d'homophobie parce qu'il n'y a pas de couple homosexuel. Mais depuis quand un divertissement est obligé de mettre 100% de la population française? Il y a des séries avec des héros homosexuels. Il y en a une super là qui vient de sortir sur Arte. Pourquoi on veut des quotas tout le temps dans toutes ces séries? C'est insupportable. D'autant que là, il y a une raison. Sur les homos, ils ont voulu mettre un couple homo. Ils se sont rendus compte qu'un couple homo trentenaire avait exactement les mêmes soucis qu'un couple homo hétéro. Donc ils se sont dit, ça fait doublon, c'est ridicule. Et ces gens-là, avant d'être des noirs, des arabes, des hétéros, des homos, ce sont des êtres humains qui sont traités en tant que tels. Et là, le racisme, moi, je le vois en pointant ce genre de choses. C'est inadmissible. C'est pointer ce genre de choses qui est raciste. Donc je vais même pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc M6, franchement, ils sont pas débiles, les gens d'M6, excusez-moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça me rend fou, ça. Gilles, est-ce que ça va? Ça va très bien. Sébastien Delogu, vous connaissez? Oui. Il était une nouvelle fois invité chez notre ami. Ça me dira, je l'aime bien, moi, ça me dira, très gentil. Et apparemment, il est devenu chroniqueur là-bas. Il n'y est pas allé de main morte sur vous. Bon, bien sûr, sur moi, c'est normal. Hein, bien entendu. Mais sur vous, ça m'a un petit peu... Moi, je propose qu'on commence par moi. Ouais. Hein, et après, on s'attachera quand même à Gilles Verdez, qui va quand même passer un mauvais week-end. Vous savez, quand vous perdez des amis, c'est toujours compliqué. C'est pas mes amis. Alors moi, évidemment, il a dit, il se félicite totalement de la décision de l'Arcom. Donc Sébastien Delogu, hein, donc extrême gauche, hein, qui se félicite qu'il y ait peut-être des centaines de gens au chômage. Sébastien Delogu, bon, bien sûr, Sébastien Delogu aussi, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. On va pas se mentir. Voilà, non mais c'est vrai. C'est pas, voilà. Regardez. Il a commencé par dire si LFI est au pouvoir, je quitte la France. Déjà, tu vas aller où? Parce que si tu vas aller dans ton pays d'origine, qui est soi-disant la Tunisie t'acceptera pas. Et en vrai, ils ont dégagé d'une certaine manière, parce que l'Arcom les a punis, donc ils n'ont pas le droit de diffuser en direct. Ils continuent de diffuser en direct, donc ils sont hors la loi. Et ces personnes-là, à la fin de l'année, c'est terminé. Ils n'auront plus de chaîne C8. Les gens dehors dans la rue, quand ils m'arrêtent, ils me disent tous la même chose. Bravo, merci, comme ça au moins Cyril Hanouna, c'est terminé sur C8, on n'en peut plus. Donc en vrai, bye bye frérot, c'est fini pour toi.
Alors bon, c'est fou, hein. C'est vrai que non, mais le problème, c'est qu'il, excusez-moi, il est tellement limité intellectuellement, il me fait tellement de peine. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet, le mec. Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais moi, il me fait un peu de peine, en fait, maintenant, Sébastien Delogu. Je vous jure que c'est vrai. J'ai même plus de haine pour lui aussi. Il me fait de la peine parce qu'il est tellement, il est tellement limité intellectuellement. Mais pourquoi mettre des mecs comme ça en avant pour s'exprimer pour un parti politique? Il me fait de la peine. Vraiment, il y a une phrase qui est incroyable. Il va aller où? Déjà, LFI n'a jamais été élu. Il le voit bien. Il est où, Sébastien Delogu? Il est chez Sam Dira. Je ne l'ai pas vu au gouvernement. Donc voilà. Moi, j'ai deux choses qui me. C'est incroyable. Un peu. Bon, après, il est marrant à la limite. Il ne puisse pas avoir la lucidité de se dire que Cyril Hanouna peut aller partout dans le monde parce qu'il a quelques pourboires dans sa sacoche. Ça, c'est quand même lunaire de penser que Cyril Hanouna va aller que en Tunisie. C'est-à-dire, moi, je pars, je vais en Tunisie. Il y a plein de pays dans le monde où Cyril j'adore la Tunisie en plus. Aura 2-3 petites pièces à dépenser. Et que lui n'ait pas percuté ça, de se dire il sera heureux Hanouna partout dans le monde, je trouve ça bizarre. Et la deuxième chose, moi, qui me fait un peu plus, pour pas être grossier, qui m'embête un peu plus, c'est que ce mec-là se réjouit des gens qui vont aller au chômage en fait. Quand tu es de gauche, normalement, tu as une sensibilité de gauche, comme Gilles le fait tous les soirs, à aider les gens, quoi qu'il arrive, tout donner aux gens qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui par définition, d'écoulement de ce qui va se passer sur C8, la chaîne qui va fermer, vont se retrouver au chômage. Et lui, il est content qu'un mec qui a une famille, qui est à l'autre bout de je sais pas quelle boîte de prestataires qui bosse avec C8, il est content que ce mec-là soit au chômage. Il dit c'est fini pour Hanouna. Mais c'est pas fini pour Hanouna. Hanouna, il s'en fout. Il l'a dit ici lui-même. Lui-même, il a dit qu'il s'en foutait. Et vous croyez vraiment que si ça s'arrête, Cyril va dire oh bah c'est fini, je dois partir. Allez vite, Air Tunisie. Mais non, les mecs, mais arrête, nettoie ta tête. Le pauvre, il fait de la peine parce qu'il est un peu. Je vous jure que c'est vrai. Dire le pauvre. Bah, moi, limite, il me fait de la peine. Je vous jure que c'est vrai. Je veux bien qu'ils s'en prennent à toi à la limite. Je veux bien qu'ils disent voilà, tant pis, on le verra plus. Mais dans ton discours, dis pas c'est bien fait que la chaîne elle ferme en fait. Parce que tu vas mettre des gens au chomage. Et c'est pas bien les gens au chômage parce que tu sais pas ce qui se passe après. Dire on va le renvoyer dans son pays d'origine, la Tunisie, c'est pas un énorme contre son camp. C'est vrai. C'est pas tout ce qu'il critique. Exactement. On va le renvoyer dans son pays d'origine. Non mais c'est vrai que c'est magnifique. Il va aller où? Il va retourner dans son pays en Tunisie. C'est extraordinaire. Contre son camp de ouf, mec. C'est vrai. C'est un contre son camp. Il va retourner dans son pays. Qui n'en voudra pas? Ouais, exactement. Il est incroyable. Oui, parce que la Tunisie voudra pas de toi. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, ils vont dire non, c'est quoi? C'est de l'argent, on n'en veut pas. Il est fou, lui. Mais je vous dis, le pauvre. Il est fou, il est complètement. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais le pauvre, c'est qu'il est quand même. Moi, honnêtement, ça me fait pas de peine, quoi. Mais moi, il me fait de la peine. Mais moi, ça me fait peur. Moi, je trouve ça dangereux, en fait, ce genre de discours. Non, mais il est. Bah oui, mais il y a des gens qui l'écoutent. Chérie, il est limité, excusez-moi. Mais il est quand même député, Cyril. Il sait pas qui est Pétain, il connaît pas son histoire, il se trompe à chaque interview, il maîtrise pas ses dossiers. Le gars, on lui demande de représenter les Français, de créer des lois, pas passer son temps sur les plateaux à critiquer Cyril Hanouna. Au bout d'un moment, ce monsieur, il représente la nation quand même. On voit bien qu'il est limité intellectuellement. Voilà, on voit bien, c'est vrai. Voilà, on va pas. Si tu prends pour argent comptant tout ce que dit Sébastien Delogu, malheureusement. Non, mais ça fait de la peine pour nos élus, quoi, parce qu'il est quand même député de la nation. Ce qui fait de la peine, c'est que moi, souvent ici, je me suis battu en disant les députés sont trop payés. Elle est bonne la gamelle, tu te rappelles, Guillaume? Souvent, j'ai dit faut pas leur donner 8-9 000 euros par mois. Ça suffit, on leur donnerait 3-4 000 balles, ça suffit. Mais quand je vois des députés comme ça, je me dis merde, faut que je change mon fusil d'épaule et que je me dis peut-être qu'il faut payer des gens intéressants pour justement plus avoir des gens comme ça. Parce que donner 7 000 euros à un mec qui te sort, il va aller où, Cyril Hanouna? Mais frérot. La réalité, c'est qu'il veut faire du buzz. Il a qu'un intérêt en tête, c'est la mairie de Marseille en 2026. Voilà ce qui l'intéresse. Donc il essaye de faire du buzz sur vous. Il sait que parler de Cyril Hanouna dans les interviews, ça marche. Donc il fait son buzz pour servir ses ambitions personnelles. Mais oui, mais la réalité, c'est lui et les maires de Marseille. Là, les mecs, on est. Mais c'est ce qu'il cherche. Moi, je me tire vraiment parce que Marseille respecte Marseille. Et je voudrais juste dire à Sébastien Delogu, parce que là, il revient sur son avis. Il dit oui, il a dit si LFI, Cyril Hanouna avait dit si LFI est au pouvoir, je m'en vais. LFI, ils sont où LFI? Excusez-moi, ils sont où? Il est chez Sam Dira. Il n'est pas au gouvernement, à ce que je sache. J'adore Sam Dira, mais qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Il a fait une interview l'autre fois où il est retourné une deuxième fois. Non, il est retourné une deuxième fois. Il est chroniqueur. Il n'a pas compris, c'est que Sam Dira se sert de lui. Et Sam, il est extrêmement malin, il a raison. Ah bah bien sûr, il a raison, parce qu'il se sert de lui. Et l'autre, comme un Khmar, il va à chaque fois. Il va la semaine prochaine. Non mais bon, après, je vous l'ai dit, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Sébastien Delogu. C'est Forrest Gump sans la gentillesse, quoi. Non mais c'est vrai que c'est Forrest Gump. C'est qu'il va être repris sur Twitter, que ça va faire le buzz dès qu'on dit Hanouna. Mais vous avez raison, en fait, c'est Forrest Gump, Sébastien Delogu. C'est vrai que c'est ça. Sans rigoler, c'est ça. Oui, Gilles, alors. Parce que là, vous voulez que je mette l'extrait? Oui, l'extrait. Il a parlé de vous aussi, regarde. C'est marrant, ça. Pauvre Gilles Verdez qui est payé pour soi-disant aider la gauche, qui des fois ne comprend rien, ou peut-être devrait me passer des coups de fil pour que je lui explique des situations, mais
Moi, j'étais très content. Maintenant, après, si le président... Pourquoi pauvre Gilles Verdez? Parce que le mec, il fait semblant de défendre la gauche. Je ne sais même pas s'il est de gauche ou pas, mais en tout cas, il est payé pour faire semblant de nous défendre. Mais il nous défend extrêmement mal. Il raconte n'importe quoi. Tout ça parce que si jamais il dépasse trop la limite, je pense qu'il se ferait taper dessus par Cyril Hanouna. Mais à quel Voilà. Bon, quand je vous l'ai dit, le pauvre, moi, il faudrait qu'il passe un test de QI, lui. Lui, franchement, moi, je pense que Gilles est plus de gauche que Sébastien. Mais moi aussi, de loin, de large. On l'a tous les soirs, on l'entend parler dans les loges. Il joue pas de personnage, lui, tous les soirs, il est là. Il est plus de gauche que Sébastien Delogu, c'est sûr. Il est plus de gauche qu'un mec qui se dit, je m'en fous que 300 personnes aillent au chômage. Lui, je pense qu'il ne laissera pas 300 personnes au chômage. Ça lui fait plus chier à lui. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans l'extrait? Il a dit, je vais appeler Gilles et je vais lui expliquer comment faire. Donc il se pose en donneur de leçons, lui qui maîtrise pas son histoire, qui maîtrise pas ses dossiers. Je pense que Gilles Verdez connaît beaucoup plus de choses que Sébastien Delogu. Gilles, qu'est-ce que tu as à lui répondre à Seb? Bon, ça m'enchante pas. Alors, c'est pas mes amis, mais moi, j'ai un peu plus de mal à le prendre d'une manière humoristique parce qu'il remet en cause des convictions. Alors moi, je m'attache pas trop aux hommes. Sébastien Delogu, je m'en fous un peu, mais je m'attache aux idées. Donc dire il est pas de gauche, ça remet en question. Je vais pas vous dire que j'arrive à être au-dessus de tout ça et à m'en foutre. Ce serait mentir. Donc ici, je mens pas. Donc voilà, je suis un peu touché et la fin me gêne beaucoup parce qu'il dit et s'il dépasse la limite, on le remettrait en place. Donc il y aurait une forme de censure. Je serais une sorte de pantin, de jouet, disant des choses que je ne pense pas, mais en même temps étant censuré. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. Et en fait, si jamais j'ai la possibilité, je vais essayer d'en parler avec lui. Je sais pas comment. Voilà, j'ai pas assez encore. On a son numéro, on peut vous le donner. Bah, alors je veux bien. Je vais essayer de l'appeler. Je vais voir parce que je peux pas laisser passer ça. C'est public. Ça remet en question ce que je suis, ce auquel je crois, et j'ai pas votre. J'aimerais avoir votre détachement parce que vous, oui, mais moi j'ai pas. Donc voilà, ça m'enchante pas du tout. Ça m'enchante pas parce que c'est remettre en question ce que je suis profondément, de manière publique, parce qu'on en parle ici et c'est légitime, parce que des gens le regardent, et j'aime pas ça. C'est en fait dire que je mens, soir après soir, depuis 12 ans. Ça va pas. Guillaume, Sébastien Delogu, il me fait penser à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que même quand tu l'aimes bien, même quand tu es gentil avec lui, il te défonce. Ouais. Mais ils aiment qui, les gens de la France Insoumise? Ils n'aiment pas les gens de droite, ils n'aiment pas le reste de la gauche. Les gens des cités, des quartiers, ils prétendent les défendre. En réalité, ils les méprisent, on l'a vu récemment. Je pense que ces gens-là n'aiment personne à part eux-mêmes, en réalité. Ils n'aiment personne. Gilles Verdez, qui défend la France Insoumise tous les soirs dans cette émission, il lui chie à la gueule. Mais c'est quoi ces gens? Non mais après, comme je vous l'ai dit, c'est Sébastien Delogu, les gars. Oui. Bon. Sébastien Delogu, c'est quand même... mais c'est quand même... Ah oui, mais il parle beaucoup au nom de la France Insoumise, on le voit beaucoup. C'est une des figures étendards de la France Insoumise. Pour vous dire le niveau de la France Insoumise. Oui, si vous voulez, mais qu'on le veuille ou non, il est extrêmement... Ça vous donne le niveau, oui. C'est l'équivalent de Mathilde Panot. La différence que je vois simplement là, c'est l'élégance. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... Il a le droit de penser ce qu'il veut, cet homme. Mais la moindre des élégances, c'est de t'appeler. Tout ce que tu viens de dire à l'instant, c'est moi, je vais l'appeler pour lui en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une lâcheté de nos politiques qui font aussi qu'on se sent pas représenté, quoi. Que ce soit par la droite ou par la gauche. Hein. C'est ça, en fait. Donc, peut-être un peu plus d'élégance serait la bienvenue, je trouve. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le pauvre Gilles Verdez, il en a pris plein la gueule. Ah, moi, je trouve qu'il ne mérite pas du tout. En fait, même la manière de parler, il n'a pas la manière de parler d'un député. C'est ça. Wesh, frérot, presque. Mais il me dit frérot à moi. Ouais, vous avez raison de soulever ça, Romain. Frérot, les députés me disent frérot, c'est fini pour toi. Je suis choqué de sa manière de parler, en tout cas. Mais à moi, il me dit c'est fini pour toi. Frérot, genre. C'est dire le niveau des députés. Ça sera fini pour lui avant lui. Ils ont été élus. Vous dites, il est comme ci, il est comme ça, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas ceci. D'accord, c'est un fait. Il lit pas très bien. C'est un fait. Mais il y a des gens qui ont mis un bulletin. Et ça, il faut respecter. Bien sûr, je respecte. Il est élu. On voit même ce qu'on appelle le body language, la façon dont il se tient, cette espèce d'arrogance, un peu les jambes écartées comme ça, de cow-boy, le torse en arrière, bombé. On sent mais la haine chez cette personne. Bon, après, moi, je vois pas très bien qui c'est, mais vous dites qu'il est un peu simple d'esprit. Bon, peut-être, mais non, mais c'est gentil. C'est ce que vous dites, mais effectivement, les propos sont pas très aiguisés. Je suis d'accord avec vous, mais au-delà de ça, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui ont mis un bulletin, il y a des gens pour lesquels peut-être sa parole a du poids, et sa parole, moi, ce que j'entends et ce que je vois de ce mec, dans cette espèce d'arrogance comme ça, et la façon dont il s'adresse à vous aussi, parce que on vous l'a reproché, ça, la manière dont vous étiez adressé à un député. Mais
c'est pareil, enfin, ça va dans les deux sens, il me semble, entre citoyens. On doit se parler de la même manière, il me semble. Et là, on voit chez cet homme-là uniquement de la haine. Donc moi, j'ai pas de la peine. Moi, ça me fait plutôt peur. Le problème qu'il a, c'est qu'il a quand même un problème. Oui, mais vous savez... non, le plus gros problème, moi, je trouve, c'est quand il dit « Et Cyril Hanouna va retourner en Tunisie ». Bah oui, d'accord, mais c'est ça. Non, mais Cyril, le mélange de l'ignorance et la haine, c'est le pire combo. On est en plein dans un débat, on dit qu'il ne faut pas renvoyer les gens dans leur pays, il ne faut pas les essentialiser, c'est des Français comme les autres, etc. Là, vous avez dit, je pars de la France, n'importe quel citoyen a le droit de partir de la France. Non, il vous essentialise le fait que vous êtes d'origine tunisienne, donc tu retournes en Tunisie, contre son camp. C'est un génie, ça. C'est vraiment, c'est la pire des bêtises. Un OQTF. Tunisien, soi-disant, il dit. Soi-disant, il dit oui, soi-disant. C'est un gugus, non mais vraiment, c'est un énorme gugus. Mais moi, je vous jure, je sais que moi, il me fait rire parce que je me dis, quand je l'écoute parler, ce gugus, c'est vraiment un gugus, quoi. Il comprend rien à rien. C'est-à-dire qu'il est complètement la ramasse. Bien sûr que je l'inviterai. Ça serait énorme. Mais il viendra jamais. Un député qui lit avec le doigt, comme ça, déjà, ça part mal. Et pourtant, moi, si j'étais je viendrais, moi. Bien sûr, mais ça serait énorme. Tout ce qu'on dit là, comme là, il vient de dire un député qui lit avec le doigt, moi, je viendrais. C'est un gugus, mais bon, voilà. C'est le vide. Et je pense pas qu'il ait le courage de venir ici. C'est dommage. Mais peut-être qu'il viendrait. Non, il viendra pas. On l'a déjà lancé plein de fois. Non, il a été lancé plusieurs fois. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait un peu le caïd à l'Assemblée nationale quand il y a le vote pour le président de l'Assemblée. Ça fait un peu le caïd en interview, mais ça répond pas aux sollicitations. Ça clash que sur Twitter. Ça vous parle pas directement. Donc moi, ces gens-là, oui, je leur accorde pas beaucoup de crédit, quoi. Moi non plus, exactement. Et puis, il est énorme. Je crois qu'il se. Et en fait, il est en dehors de la réalité. Mais c'est vrai, comme a dit Raymond, comme il dit, c'est fini. C'est fini pour toi, Baba. Non, mais... quand tu dis à quelqu'un, il va rentrer en Tunisie, c'est que tu es vraiment, vraiment hors de la réalité. Mais il sait même pas ce qu'il dit. Allez voir ses réseaux sociaux. Je vous jure, les stories de Polska sont plus politisées que celles de Sébastien Delogu. Lui, il fait des stories sur Coco Chanel avec des autres chiens comme ça. Je sais. C'est un génie. C'est un énorme gugus. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je le vois plus, Sébastien Delogu, je le vois plus en tant que collègue influenceur qu'en tant que député. Je le verrais plus faire des matchs TikTok, des partenariats, qu'être à l'Assemblée nationale, quoi. Moi, je crois qu'elle a tout résumé. Ouais, c'est très grave. Oui, mais c'est très grave, mais c'est comme ça. Tiens, on va parler de hier. Tension entre Anne-Sophie Lapix et Jordan Bardella aux 20h de France 2. Au moment où l'animatrice a demandé à Jordan Bardella des précisions sur le financement de son programme et notamment on parlait, comme il l'a dit ici, on en a parlé souvent ici, des OQTF. Et elle a eu la réaction de Gilles Verdez, c'est-à-dire c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et comment vous allez faire. Regardez, alors on a pris le passage entier parce qu'il est très fort entre Jordan Bardella et Anne-Sophie Lapix. Et c'est vrai que bon, j'ai eu des échos. Voilà, Anne-Sophie Lapix, elle y est allée un petit peu, elle est allée un petit peu fort. Et il paraît qu'Anne-Sophie Lapix serait en danger, d'ailleurs, sur le JT de France 2. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Les audiences sont en baisse. Ils ont essayé là, de rallonger le JT, mais on voit que ça prend pas énormément. Ils se font battre par TF1 par plat de couture tous les soirs, avec plus d'1 million de téléspectateurs de différence. Regardez. Il y a une faiblesse généralisée à l'égard de la sécurité des Français. Vous pouvez changer. Je crois que les Français me comprennent parfaitement. En tout cas, ils ont bien compris que, s'agissant de la question de l'insécurité et du contrôle des flux migratoires, je n'aurai jamais la main qui tremble. Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je me demande comment vous financez. Oui, mais le coût de la vie, de Philippines, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippines. Vous voyez? Et il y a d'innombrables... Vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort de Philippines. Je vous demande comment vous financez les OQTF, qui est un point très précis. Madame, on s'est tellement habitué à ce que l'État ne fasse rien, à être faible à l'égard de flux migratoires qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays. Monsieur Patrick Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, chiffre le nom de clandestins dans notre pays à 900 000 personnes, 900 000 personnes qui sont présentes sur notre sol. Je vous réponds, madame, il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Deuxièmement, madame, s'agissant du statut de mineurs étrangers non accompagnés, il y a aujourd'hui une présomption de minorité qui s'applique. Donc, j'aurais beaucoup plus de fermeté. Je regrette de ne pas avoir pu aller au bout, mais en tout cas, croyez-moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui nous font confiance sur la maîtrise de l'immigration. Et encore une fois, nous ferons preuve de fermeté en la matière. Jordan Bardella. Merci à vous. Elle est incroyable, elle est incroyable. Elle lui dit, expliquez-moi, elle lui dit, on n'a plus le temps. Alors, c'est incroyable. Excusez-moi, voilà. En tout cas, non, excusez-moi.
Juste, on vient de voir Sébastien Delogu, excusez-moi. On voit derrière Jordan Bardella. Excusez-moi de vous dire la vérité. Excusez-moi. Voilà, après, on fait même là, c'est même pas de la politique. C'est, tu vois, Sébastien Delogu, voilà, sur un sofa, en train de dire frérot. Et vous voyez, non, mais sans rigoler. Non, mais c'est quand même. Et là, et tu vois derrière Jordan Bardella. Non, mais c'est pas, franchement. Ils ont pas rendez-vous au même endroit. Non, mais franchement, les mecs, parce que c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous trouvez oui. Interview complètement partiale. Encore une fois, tout est cul par-dessus tête. Elle prend le problème de dire ça coûte trop cher de renvoyer les OQTF chez eux. Mais parler de l'AME dont on parlait tout à l'heure, ça coûte des milliards. Elle parle de 13 000 euros. Combien de mecs tu renvoies déjà chez eux à coût de 13 000 euros pour 1 milliard de bien sûr, exactement. C'est une interview complètement partiale. Et pour moi, sur le service public, c'est honteux que ce soit autant partiel que ça. Alors, on vous a préparé une petite compile des questions d'Anne-Sophie Lapix. Regardez. Pourquoi ça coûte Une expulsion coûte 13 800 euros en moyenne. Ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous financez. Oui, c'est les OQTF qui est un point très précis. Madame. Alors, est-ce que c'est la juge et la justice en général qui est en cause, ou est-ce que c'est la loi, le texte? Et dans ce cas-là, que faut-il changer? Mais vous ne dites pas comment résoudre. Pardon, vous n'allez pas faire mon programme à ma place. Si, avec le projet de loi, la proposition de loi qui va être déposée. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui nous font confiance sur la maîtrise de l'immigration. Et encore une fois, nous ferons preuve de fermeté en la matière. Jordan Bardella. Merci à vous. C'est ça qui lui est reproché à Anne-Sophie Lapix, Cyril. C'est son ton un peu trop agressif. Et c'est pas qu'à l'encontre de Jordan Bardella. Rappelez-vous, Emmanuel Macron ne voulait pas du tout aller chez elle. Parce qu'il la trouve trop agressive dans la formulation de ses questions. Et on l'a vu encore hier soir avec Jordan Bardella. Alors, il y a un truc qui pose problème aussi. Anne-Sophie Lapix a créé une grosse polémique lorsqu'elle a parlé du profil du meurtrier de Philippines. La raison, elle n'a pas précisé qu'il était au QTF. Regardez. Un homme soupçonné d'être le meurtrier de Philippines, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi, a été interpellé aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est âgé de 22 ans. La jeune fille de 19 ans avait disparu vendredi soir. Son corps avait été découvert le lendemain, caché sous des feuilles lors d'une battue. Et elle dit pas, elle précise pas que c'est un OQTF. C'est incroyable. Non mais c'est fou. C'est pourquoi? C'est ça le truc. Pourquoi? On va en parler dans un instant. Restez avec nous sur C8 et il y a Fabrice Divisio qui arrive. Il y a Fabrice Divisio, Bertrand Dekers, Fabien Lecoeuf Biglaoui et Amaury Bucco. Pour vous dire, c'est la folie. À toute la Ligue des Champions. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas un mot. Merci d'être là, les chéris. On va revenir sur tout. Et on va revenir de petites secondes sur Anne-Sophie Lapix et Jordan Bardella. C'était hier soir dans le JT de France 2. Anne-Sophie Lapix qui n'a pas précisé que le meurtrier présumé de Philippines était un OQTF. Et c'est vrai que je comprends pas, en fait. Je comprends pas le délire. Je comprends pas leur délire, en fait. J'arrive pas à comprendre où ils veulent en venir et pourquoi ils ne précisent pas ça. Et quand je vois les images hier d'Anne-Sophie Lapix, moi je comprends pas. Je trouve, excusez-moi, hein, je trouve qu'il y a un énorme manque d'humanité. On se met tous à la place. On se met tous à la place des parents de Philippines, et on se met tous à la place. On se dit ça peut être notre cousine, ça peut être notre sœur. C'est vraiment, sachez-le, ça peut arriver à tout le monde. C'est fini, ça arrive à tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut vivre un drame comme celui-là. J'aimerais avoir l'avis de Dominique, parce que voilà, vous êtes la mieux placée, forcément. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Avant de vous répondre là-dessus, j'ai juste envie de vous dire que cet après-midi, Philippine a été enterrée. Oui. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça pourrait être ma gamine. Bien sûr. Comme n'importe qui. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps... on peut inviter des politiques de tous bords à accueillir leur souhait d'améliorer les choses, etc. On n'est pas là, en revanche, pour rentrer dans le programme et les mettre dos à dos. On est juste là pour répondre aux inquiétudes des Français et de répondre d'une manière légitime à la douleur de la famille en disant OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est passé à côté? Et je trouve que une tribune aujourd'hui politique, alors qu'on est dans le deuil, elle n'est même pas enterrée, cette gamine, je trouve ça indécent et moi, ça me met en colère, en fait. C'est déplacé à ce moment-là. Et pour Anne-Sophie Lapix, sur le traitement de l'information, il y a beaucoup de gens qui accusent les chaînes info, notamment CNews, de surmédiatiser soi-disant ces affaires de QTF qui sont bel et bien réelles, elles ne sont pas inventées. Pourquoi on ne fait pas un procès à ces chaînes-là qui tronquent l'information en minimisant les incidents, les crimes autour des OQTF? Justement, Fabrice, vous qui êtes intelligent, non mais pourquoi ils ne précisent pas OQTF? Pourquoi? Il y a deux raisons principales. Il ne faut pas se tromper, il y a une raison idéologique. On ne va pas se cacher à son doigt. Je pense qu'il faut
il faut être clair, il y a une raison qui consiste toujours, c'est la même rengaine, à ne pas stigmatiser. Cette volonté de ne pas stigmatiser, on l'a entendu combien de fois ça? Sauf que le but de l'information, c'est d'informer, c'est de donner quelque chose d'objectif. Après, chacun en fait son commentaire, chacun en débat. C'est un manque d'objectivité. Il y a un manque d'objectivité, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois qu'effectivement, c'est qu'on n'a tellement pas envie, finalement, aujourd'hui, et tellement le camp du bien et le camp du mal, on a tellement décidé de fracturer la société entre le bien et le mal, on appartient forcément à un camp. Et que quand on vient donner une réalité objective et factuelle, c'est plus possible de la donner sans avoir une récupération derrière. C'est ça le problème de fond. Mais c'est ça, je pense qu'il a très bien résumé, Fabrice. Tu as donné les deux raisons, je pense. C'est exactement ça. Mais la malhonnêteté, c'est de ne pas le préciser. Mais tu vois, il y a quelque chose, moi, si tu me permets, juste un mot. Moi, je voudrais dire deux choses en écho à ce que vous disiez, Madame, et ce que tu disais, Cyril. Moi, je suis touché par cette histoire de Philippines, peut-être encore plus que par les autres, pour deux raisons. C'est que Philippines, elle est de l'âge de ma fille, elle fréquente l'université de ma fille, et je veux dire, c'est quelque chose qui profondément, j'en suis ému parce que ça me touche au plus profond de ce que je suis. Premier élément. Et deuxième élément, je crois vraiment qu'à un moment, on a l'obligation de s'interroger sur ce qu'on fait. Elle ne peut pas être morte pour rien. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, en fait. C'est pas de la récupération que de dire ça. C'est pas effectivement jeter de l'huile sur le feu que de dire ça. C'est effectivement prendre acte qu'à un moment donné, il y a un dysfonctionnement majeur social et qu'il ne peut pas y avoir d'autres Philippines. Il y en a une de trop et qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. C'est ça le problème. C'est que justement, il y a Claire qui est avec nous, qui a été victime d'un viol par un OQTF. Claire qui était déjà venue nous voir. Claire qui vraiment a un comportement exceptionnel et qui, par sa parole, essaie de faire bouger les choses pour ne plus que ça se reproduise. Et quand Claire apprend une affaire comme celle de Philippines, vous devez vous dire, mais et j'ai vu votre coup de gueule, vous vous dites, rien n'a changé. En fait, rien n'a changé. Non, bien sûr, rien n'a changé en un an. Et en fait, au final, je me rends compte que toutes les prises de parole, ça n'a servi à rien, malheureusement. Oui, c'est ça. En fait, vous vous battez, vous essayez de prendre la parole. Vous avez, on rappelle votre histoire, vous avez été agressé par un OQTF, vous avez été violé, une histoire qui nous a tous bouleversés. C'est ça, exactement, dans le hall de mon immeuble, le 11 novembre 2023. Comme Philippines, c'était un homme qui était sous OQTF. Comme Philippines, c'était en plein milieu de la journée. Comme Philippines, c'était également un agresseur qui venait de sortir fraîchement de prison. Et aujourd'hui, forcément, votre vie, c'est plus la même. Non, bien sûr, tout a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai quitté mon travail, j'ai fait un burn-out. Bien sûr. Ma vie change complètement et je pense que la vie des parents de Philippines aussi va changer. Mais le problème, Claire, vous avez dit, vous, votre vie a changé, mais la vie des OQTF n'a pas changé. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à changer. Et c'est pourquoi, je le dis à chaque fois, pourquoi on est si énervé et bien sûr, et si triste, c'est que c'est une histoire qui aurait pu être évitée, une fois de plus, comme la vôtre. Je le dis à chaque fois, je le dis tous les soirs en ce moment. Au QTF, obligation de quitter le territoire français. Après, on va nous dire ce que nous dit Anne-Sophie Lapix. Mais comment vous allez faire? Et mec, aujourd'hui, on n'est plus dans le truc. Comment vous allez faire? On arrive à chaque fois, on a réussi à débloquer de l'argent pour le Covid. On a fait jouer la planche à billets. On est d'accord? Pour les JO? Pour les JO, exactement. On a fait marcher la planche à billets aussi. Pour moi, là, les OQTF et la sécurité des Français, c'est la priorité. Donc on s'en fout, on fait marcher la planche à billets. Je vais vous dire, de toute façon, on a une dette tellement abyssale, qui est incroyable, qu'aujourd'hui, il faut faire marcher la planche à billets sur ce sujet. Elle l'a dit, Anne-Sophie Lapix, 13 800 euros par personne. Donne des milliards à l'Ukraine. Hein. Exactement, mais bien sûr. Oui, exactement. Même ça, mais il a raison. Des milliards à l'Ukraine. Je suis désolé, je ne dis pas qu'il ne faut pas les donner. C'est des priorités politiques. Mais à un moment, il faut des priorités. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, la vie de Philippines, la vie de Claire, pour moi, c'est une priorité. C'est la priorité numéro 1. Voilà, c'est insupportable. Je vais vous dire, et les Français, ils ne peuvent plus l'entendre, ça. On arrive à faire marcher la planche à billets pour plein de choses, vous l'avez dit, les JO, l'Ukraine, le Covid. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire marcher la planche à billets pour ce qui aujourd'hui, voilà, pour nos enfants, pour nous, pour nos amis, pour les Français. Voilà, je vous le dis, aujourd'hui, les Français, il faut vous dire, la cérémonie des JO, elle aurait pu être un petit peu moins bien si on avait pris l'argent. Non mais voilà, on aurait pu prendre l'argent pour, je vous le dis.
C'est insupportable. Vous dites on donne des milliards à l'Ukraine, oui, d'accord, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si tout allait bien en France, si Claire elle se sentait en sécurité, si tout le monde, tout allait bien, mais aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui, la fac, elle est à quelques mètres d'ici. Je vous dis, ça peut arriver à tout le monde. Elle rentrait chez elle, elle était à 5 minutes des Champs-Élysées. Exactement, à 5 minutes des Champs-Élysées, en plein après-midi. Dans un quartier finalement privilégié. Exactement, mais oui, ça. Il y a quand même quelque chose, c'est que moi, ce que je ne peux pas accepter en tant que père de famille, je dois ici témoigner qu'il y a aussi une fracture qui se crée. C'est-à-dire que moi, mes enfants, on a tenu à leur offrir un logement à côté de la fac. On en a obligé, à un moment donné, d'investir de l'argent pour une sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire que c'est juste un sentiment d'insécurité. J'ai entendu sur ces émissions de cette semaine dire oui, mais bon, les chiffres, c'est 0,8, 0,1. Oui, mais attendez, à un moment donné, on parle de vie humaine, là, quand même. On parle de gens. Mais excusez-moi, Fabrice, est-ce que je suis abruti? C'est peut-être possible. Non, peut-être que je suis un abruti. Moi je me demande, est-ce qu'il n'est pas possible, à un moment, de dire les mecs, on va réduire tout, sauf on va aider les entreprises et les Français pour qu'ils gagnent plus d'argent. Et on va aider les Français sur la sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas dire on va réduire beaucoup de choses, le reste, beaucoup d'aides qu'on fait Est-ce que c'est impossible? Non, c'est un choix. Et voyez-vous, dans cette émission, on a eu un débat sur faut-il augmenter les impôts. Mais moi, tu me prends 20% d'impôts de plus pour garantir la sécurité des Français. Moi aussi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Exactement. C'est pour mettre nos enfants à l'abri. Il n'y a aucune difficulté, c'est pas ça mon problème. C'est qu'à un moment donné, on n'arrête pas, effectivement, on s'appauvrit de jour en jour. Et finalement, on est de plus en plus dans une situation d'insécurité de partout. Ça peut pas continuer. Et je voudrais, si tu me permets, juste un tout petit mot rapide. Moi, je voudrais aussi dire une indignation sur un point. La classe politique, elle a l'obligation d'avoir une dignité propre. Quand je vois Antoine Léaumont, qui hier est allé visiter un centre de rétention pour aller voir dans quelles conditions les étrangers en situation irrégulière sont effectivement retenus, alors il a oublié quelque chose. D'abord, le sens de la propos. C'est-à-dire que j'ai tweeté, moi, en disant que finalement, qu'il se rassure, les étrangers en situation irrégulière étaient de retenus en meilleures conditions que Philippines. Hein, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est le psaume 83, amour et vérité se rencontrent. Que dire qu'on aime les gens, qu'on aime effectivement, que la charité commande d'accueillir tout le monde, c'est faux. C'est faux, c'est faux. À un moment donné, c'est mentir à tout le monde. On ment en Français, on ment à ces gens qui viennent, à qui on promet un avenir qu'ils n'auront jamais. Il faut que ça cesse. Mais c'est bien de préciser, Fabrice Divisio, vous vous rendez compte le timing d'Antoine Léaumont, LFI encore. On vient de vivre un drame et il va dans un... Non mais, excusez-moi, c'est de la provocation et c'est insupportable. Aujourd'hui, c'est insupportable ce genre de provocation. Imaginez encore les parents de Philippines. Oui. Imaginez les amis de Philippines, imaginez les étudiants de la fac de Dauphine qui sont tous certainement extrêmement choqués par ce qui s'est passé et qui doivent être dans une angoisse terrible, qui voient un responsable politique le jour même ou 2 jours après aller visiter un centre de rétention. Et c'est pas anodin. Non mais c'est pas anodin, mais excusez-moi Fabrice, là c'est vraiment, c'est exagéré. Là pour moi c'est trop. Oui, Dominique. C'est très rare que le président de la République s'exprime sur un fait de politique intérieure. Il l'a fait hier en déplacement, en disant effectivement que c'était un crime horrible et qu'aujourd'hui, il fallait arrêter de dire, mais de faire. Oui. Est-ce qu'il a fallu attendre que Philippine soit tuée? Est-ce que Claire, qui est vivante aujourd'hui, et heureusement, est-ce que déjà ça méritait pas qu'on fasse et pas simplement qu'on dise? Il en faudra encore combien, en fait? Exactement. Claire, voilà. Quand toi, tu as appris l'histoire de Philippines, ça te fait quoi? Dans ton corps, ça doit être incroyable. Tu dois te dire, mais ça doit te rendre folle. Bah bien sûr, et ça met totalement en parallèle nos 2 histoires. Oui. Ça rend complètement fou. Et comme vous le dites, en fait, combien il va falloir encore de Lola, de Philippines, de Mathilde, qui a été la fille qui a été violée juste avant moi? Tu sais ce qu'on va nous répondre? On va nous répondre, on est le pays des droits de l'homme. C'est ça. Oui, mais la sécurité ne devrait pas être un sujet de droite ou de gauche. Mais il n'y a pas de débat, on est bien les droits de l'homme. Personne ne dit qu'il faut maltraiter effectivement qui que ce soit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Amour et vérité se rencontrent. Mais moi, je refuse catégoriquement de venir effectivement compromettre la sécurité de nos enfants d'un côté et de l'autre. Je refuse catégoriquement de faire croire à des gens qui viennent qu'ils ont la possibilité de tout faire n'importe comment, n'importe où. C'est pas possible de faire ça. Il faut bien à un moment donné... On parlait effectivement, hier j'entendais Jeanne Bardella
dire il faut restaurer la double peine. Alors bon, la double peine, elle n'a jamais disparu. Alors on va rappeler ce que c'est. La double peine, c'est la possibilité d'interdire de territoire français, à titre de peine complémentaire, les étrangers qui ont commis des délits ou des crimes en France. Ouais. Alors Sarkozy l'avait un petit peu dépoussiéré, disons ça comme ça. Et elle est revenue là. Mais en réalité, il y a une loi de 2024, janvier 2024, qui maintenant est devenue la règle. La double peine, elle est devenue la règle. Mais il faut dire autre chose, Cyril, pardon, c'est qu'on lutte. On parlait de laxisme cette semaine, je suis venu souvent, on parlait tous les jours, donc, mais on parlait de laxisme, mais tu as vu le communiqué du syndicat de la magistrature? Bien sûr, je l'ai vu. Il faut quand même, à un moment donné, Bruno Retailleau disait qu'il fallait interdire le syndicalisme dans la magistrature, il va être temps d'y penser, parce qu'on est en train de protester contre des mesures qui sont des mesures d'application de la loi pénale. Où est-ce qu'on est dans ce pays-là? Où est-ce qu'on est? Les policiers, effectivement, se plaignent d'arrêter des gens qui sont relâchés ensuite, et les magistrats revendiquent, finalement, une forme de laxisme judiciaire. On ne peut pas continuer comme ça. Gilles Verdez, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur l'affaire d'Antoine Léaumont qui va visiter un centre de rétention 2 jours après ou 3 jours après le drame de Philippines. Ça vous choque, vous? Non. Voilà. Je l'aurais pas fait, mais lui, il est entre guillemets dans son rôle politique, c'est-à-dire qu'il refuse la récupération politique. Mais c'est toujours son argument, c'est insupportable d'entendre ça. On parle d'une jeune fille qui s'est fait, enterrer dans le bois de Boulogne, Gilles Verdez. Arrêtez de nous parler dans sa stratégie politique. Non mais écoutez, je ne veux même pas entendre ça, c'est insupportable, surtout en présence de Claire. C'est insupportable. Gilles, excusez-moi, est-ce que vous avez vu son tweet? Est-ce que vous l'avez vu, son tweet? Non, dans lequel il dit, effectivement, je suis venu m'inquiéter des conditions dans lesquelles ils sont retenus et les conditions déplorables, etc. Aujourd'hui, vraiment? Enfin, je veux dire, à un moment donné... Je justifie pas, non mais c'est bon, on s'en fout. C'est justifié, Gilles. Si le rendez-vous était prévu... Non, pas du tout. Vous me demandiez, non. Oui, c'est ça se reporte un rendez-vous comme ça. Ça, c'était prévu depuis 2, 4, 6 mois, fallait l'annuler. Bien sûr. Fallait pas y aller. Je pense même pas que c'était non, je sais pas. Je pense qu'il y est allé. J'essaye de le défendre. Je pense qu'il y est allé. Oui, il le revendique, bien sûr. Mais ne défendez pas l'indéfendable. Mais je le défends pas. Surtout pas si vous le défendez. Non, j'explique pourquoi il l'a fait. Il n'y a pas d'explication. Quand on a vécu un drame comme ça, il n'y a pas d'explication. Il y a autre chose qui signe la provocation, pardon Gilles, c'est que les conditions dans lesquelles ils sont retenus, on le sait. La CIMAD a fait des rapports, la Ligue des droits de l'homme a fait des rapports, les députés sont déjà venus, on le sait. Donc on le sait qu'il y a des améliorations sans doute à avoir, il n'y a pas de débat si c'est ça le sujet. Ici, il n'est pas venu pour autre chose que pouvoir tweeter et annoncer qu'il l'a fait. C'est de la provocation. Et je vais te dire, toi qui effectivement, et je respecte ça profondément, qui est militant de gauche, et je respecte ça profondément, je veux dire, à un moment, ça dessert juste la cause, en fait, que ces gens essayent de défendre. Ça la dessert parce que ça les enferme justement dans un rôle et il faudra l'assumer à un moment donné. Exactement. Claire, quand vous entendez tout ça, vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans quel mood? Là, révolté. Vraiment révolté parce que, il y a énormément de problèmes. Le problème de la justice aussi qui est assez laxiste. On voit également que les victimes ne sont pas du tout soutenues. Vous avez été soutenu depuis votre viol ou pas du tout? Écoutez, par la justice, par l'État, non, pas du tout. Pourtant, j'ai essayé de demander des réponses, des actions, rien. Donc non, malheureusement. Rien. Et aujourd'hui, vous vivez avec ça tous les jours. Et à mon avis, voilà, votre vie, elle a basculé. C'est-à-dire que, et je suis heureux de vous voir aujourd'hui ici parce que ça aurait pu être on aurait pu ne plus vous revoir et ça aurait pu être bien pire. Mais aujourd'hui, votre vie, elle a basculé dans l'horreur, forcément, ce jour-là. Vous essayez de vous reconstruire tous les jours. Et quand vous entendez ce genre d'affaires, de meurtres, qui a dû se passer pas loin de chez vous. Oui, bien sûr, c'est à 2 kilomètres de chez moi, au final. Donc, en fait, c'est encore dans un quartier qui est censé être plus favorisé que d'autres quartiers dans Paris. Et en fait, on se rend compte que l'insécurité est vraiment partout. Exactement. Mais ça doit vous retourner. Vous devez vous dire, en fait, c'est encore remettre une pièce dans la machine de l'horreur. Ouais, c'est ça, exactement. C'est où, le gars? C'est juste un enfer. Et en plus, je le dis, Claire, elle se bat, elle témoigne. Claire, témoigner sur des plateaux ou sur des radios, elle s'en fout totalement. Non, mais je vous le dis, si elle le fait, Claire, c'est juste pour essayer de protéger des futures victimes et de nous alerter et d'essayer que les choses avancent. Et en nous racontant son récit, elle se dit peut-être que ça va faire avancer les choses. Mais elle essaie de faire ce qu'elle peut, mais elle le voit bien que depuis, il n'y a rien qui a changé, mais rien, vraiment rien, zéro. Donc ça doit vous rendre folle. Non, du coup, on va prendre le taureau par les cornes et puis c'est comme ça qu'au final, moi, je vais essayer de faire changer les choses, je vais essayer de créer mon association pour pouvoir aider les victimes
surtout financièrement, parce qu'aujourd'hui, le coût d'une victime, c'est environ 35 000 € du dépôt de plainte jusqu'au procès, donc c'est énorme. Incroyable. Et au final, les victimes se sentent complètement délaissées. Et il y en a même qui vont jusqu'au suicide, donc c'est horrible. 35 000 €, ça, c'est pas payé ça par l'AME, ça. Ah non, mais je vous le dis. Gilles Verdez, votre monde, il est fini, Gilles Verdez, excusez-moi. L'homme qui vous a agressé, qui vous a violé, il est où aujourd'hui? Il est incarcéré Il est incarcéré. En fait, la police a fait un travail incroyable, un peu comme pour Philippines, où ils l'ont retrouvé 1 heure après. Parce que du coup, il était déjà cherché, en train d'être recherché lorsqu'il avait violé la fille 1 heure avant moi. Donc pour le moment, il est incarcéré. Après, il n'y a pas du tout de date de procès non plus. C'est ça qui est problématique. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une théorie, c'est qu'en tant que victime, on ne peut pas se reconstruire tant que le procès n'est pas c'est un OQTF. Oui. Voilà des économies. C'est-à-dire que ce mec-là, on lui donne à manger en prison, là. Exactement. On le nourrit. Il n'y a pas de procès. Oui, il a un suivi psychologique également de payer. Il y a un suivi psychologique. Alors qu'il avait une obligation de quitter le territoire. Moi, je suis complètement d'accord avec Raymond. On dit qu'il manque des places de prison. Tous les OQTF qui sont en prison, ça dégage. Il manque des sous. Bien sûr. Mais elle a raison. comprends rien. On a l'impression d'être des idiots. Mais est-ce qu'on se dit comment il n'y pense pas? Non, mais c'est fou. Là, on le nourrit, on le soigne. Exactement. Alors qu'il ne devait même pas être là. Exactement. Il y a un point qu'il faut témoigner quand même important, c'est que la justice, elle a un autre problème. C'est qu'elle n'a pas les moyens de ne pas être laxiste. C'est aussi un des gros problèmes. Exactement. Je suis d'accord avec vous. En fait, ce que Claire soulève, pardon madame, c'est que effectivement, cette durée, la durée de la procédure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi j'ai des dossiers dans lesquels un juge d'instruction, il a 200 à 300 dossiers ouverts à son cabinet. C'est ça. Ils peuvent pas C'est-à-dire qu'une durée d'instruction aujourd'hui, c'est pas moins de 3 à 4 ans. Je sais. Et puis ensuite, il y a 3 à 4 ans au minimum pour le procès. Et donc, parce qu'en en fait, ils sont débordés, saturés, totalement saturés. Aujourd'hui, la justice manque cruellement de moyens. Il ne faut pas s'en prendre aux juges, les pauvres, qui sont débordés aussi. Et le problème, le laxisme aussi, c'est pas de leur faute. Voilà, il faut le redire. Merci Fabrice Divisio, merci Claire d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va se retrouver avec Fabien Lecoeuvre qui est là. Il y a Bertrand Dekers, il y a Amaury Bucco et il y a Véronique de Villèle. Vous voyez, Véronique est oui. Ah oui, qui sera avec nous. À tout de suite sur CP. Merci d'être avec nous et bienvenue à Touche pas un mot. Allez, c'est la dernière partie de l'émission et là, il y a tout le monde. Il y a toutes les stars, bien entendu. Il y a Bertrand Dekers qui est là. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, mais ça me fait extrêmement plaisir. Non, vraiment, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Donc, je vous dis, il y a Big Laoui, Fabien Lecoeuvre, merci. Bonsoir Cyril. Ouais, calmez-vous, c'est pas lui. Alors, il se prend pour Beyoncé. Big Laoui. C'est bon. Et il y a quelqu'un que j'aime énormément. Vraiment, elle le sait depuis des années, je l'aime. Véronique de Villèle qui est avec nous. Merci. Merci Michel. Qui est un amour et que j'adore et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, je le dis. Et voilà, mais c'est vrai, c'est rare d'avoir des gens avec une personnalité comme ça et aussi gentils. Comment ça va, ma Véron? Mais je vais bien. Je suis contente de te voir. Je suis contente d'être là aussi, merci. Moi aussi, alors tu as fait une interview dans Gala dont tout le monde parle. Paraît-il. Ah mais tout le monde ne parle que de ça parce que tu es toujours vrai et tu as du cœur et c'est vrai on aime te voir. Tu étais la première assistante d'Alain Denon et c'est un truc de fou ça. C'est pour ça que tu es resté toujours auprès de lui et bien sûr on se rappelle star de Jim Tonic, elle a révolutionné la télévision. C'était un truc de fou. C'est une des émissions révolutionnaires de la télé et tu sais quoi, si un jour je refais du sport, j'aimerais bien qu'on en refasse ensemble, ma Véron. Allez, vendu. Franchement, avec plaisir. Alors, on va revenir d'abord avec Bertrand Dekers sur, tu peux nous faire un petit point, Bertrand, sur Kate, le frère de Kate, le frère de Kate Middleton, qui a eu une angoisse terrible, une race rare. Le frère de Kate, donc il a sorti son autobiographie hier et on apprend, alors chose quand même un peu sensationnelle, on s'y attendait pas du tout, qu'il nous confie qu'il a tenté de faire une tentative de suicide. Il a tenté de faire Oui, il y a quelques années, il a voulu se suicider. Donc il a tenté de faire une tentative. Il a tenté de faire une tentative. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est pas mal. Il a voulu se suicider il y a quelques années. Il a été diagnostiqué dépressif clinique et tout cela, entre guillemets, un peu à cause de sa sœur Kate, nous dit-il, parce que, vous vous souvenez, au moment du mariage, le 29 avril 2011, elle choisit Pippa, qui est devenue mondialement célèbre pour son fessier. Pippa porte sa traîne, la robe de mariée, et elle choisit son frère, de qui elle est très proche, pour lire un extrait de la Bible. À ce moment-là, en Angleterre et dans le monde entier, ils deviennent des people. Le monde entier leur saute dessus. Et James, lui, qui n'a pas l'ambition de Kate, qui n'a pas l'ambition de Pippa, qui est beaucoup plus fragile, qui est dyslexique aussi, va souffrir énormément
énormément de cette soudaine notoriété, au point, nous dit-il, d'avoir fait une énorme dépression. Il a été diagnostiqué, je vous le disais, dépressif clinique et d'avoir voulu se suicider. Alors là, ce qui est très très beau, il dit « Je ne peux pas y échapper, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, je me sens suicidaire, j'envisage des façons de mourir pour pouvoir quitter les montagnes russes vertigineuses qui m'entraînent au bord de la folie. » Et là, Cyril, où l'histoire est très belle, c'est qu'elle est consciente de cela, consciente aussi qu'elle est un petit peu l'élément, le centre du problème. Elle va accepter avec lui d'aller en séance de thérapie et ils vont faire ensemble une thérapie cognitive. On aime d'autant plus Kate Middleton quand on sait ça. Ah, elle est sympa, ouais. On adore Kate. Je suis sûr que je pourrais être son délire, hein, Kate Middleton. Bah oui, peut-être. Oui. Ah, vous croyez? S'il n'y avait pas William, oui, peut-être. Ah, mais on se ressemble, William et moi. On a... Ah oui? C'est un peu le même délire. Je suis désolé, c'est un peu le même délire. Désolé. Oui, ouvrez les yeux un peu. C'est pas du tout mon délire, Kate Middleton. Non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon délire, c'est les gens ici. C'est Véronique, voilà, par exemple. Voilà. Merci Véronique d'être là. Mylène Farmer. C'est fou parce qu'il y a ces fans qui campent depuis plusieurs jours au Stade de France. Oui, il y a une cinquantaine de tentes oui, aux abords du Stade de France, puisqu'elle chante ce soir, demain soir et après mardi 1er octobre. C'est des concerts qui avaient été reportés suite aux événements urbains, etc. à l'époque. Vous avez déjà rencontré Mylène Farmer, Bigla? Ah oui, bien sûr, j'ai même fait un livre. C'est vrai, Bigla? Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, 2 livres, j'ai fait même. Quand vous étiez pote avec Mylène Farmer? Non, pote, je l'ai emmené une fois en voiture. Parce que attendez, vous avez amené tout le monde en voiture, vous êtes chauffeur Uber, vous êtes... Non mais sérieux, dès que je parle de quelqu'un, il l'a amené en voiture, Madonna, il l'a amené en voiture, non mais c'est un fou celui-là. Bigla, oui, vous êtes chauffeur Uber ou vous êtes... Non mais sérieux. Non, je l'avais emmenée au début de sa carrière, elle était encore brune à l'époque, donc c'est avant 1986, parce qu'elle a changé en octobre 86 avec ses cheveux. Ça veut dire, elle vous voit dans les rues, elle vous reconnaît? Ah bah oui, je l'avais croisé un jour rue Bayard, on a parlé longtemps, etc. ensemble et tout ça. Oui, c'était Mylène Farmer. Ben oui, pourquoi? C'est sûr que c'est pas Mylène Formol. Je l'ai connu surtout au début de sa carrière. Je l'avais emmené au Bois de Vincennes. On allait faire des photos pour un magazine qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Numéro 1 Magazine, qui était dirigé par Chris Mérou. Il m'avait dit, prends Mylène Farmer à la Madeleine avec son Numéro 1 Magazine. Mais je peux vous demander une question? Quel âge vous avez? Vous êtes né en quelle année? Non, mais 1800. Non, mais ça, je vous parle de ça, c'était les années... fin des années 80, 85, 86, un truc comme ça. Et donc, et alors, à l'époque, j'avais une Golf, et alors, elle était montée derrière avec son... Et alors, automatique, c'est pas... Et alors on est resté... Non mais c'est un souvenir que j'ai gardé, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec elle. C'est le Sébastien Delogu du People. Oui, alors oui. Mais non, non, mais elle n'avait pas décroché un mot, tout le trajet. Ah ouais, Mylène, moi je la l'adore. Madeleine et le parc de Vincennes. Moi je suis fan de Mylène Farmer. Ben vous avez raison. Je suis jamais allé à un de ses concerts. Mais alors c'est elle qui a des fans quand même redoutables. Ah bah oui. Regardez, on mettait les images derrière. Il y a cette forme d'attachement incroyable. Vous savez que quand elle s'est cassée une jambe, par exemple, elle s'est cassée une jambe en 2015, en avril 2015, eh bien une fan, très amoureuse aussi de Mylène et voulant absolument s'identifier à Mylène, elle s'est cassée la jambe au même endroit. Oui, bien sûr. Ah ouais, bah, j'espère que vous n'avez pas de fans, parce que sinon ils vont se faire gonfler les glaouis. Non mais non, et surtout, le plus terrible, tout le monde se souvient de cet événement, c'était avec la maison de disques. C'était la maison de disques qui était rue Cavallotti, Polydor, sa maison de disques à l'époque. Et il y a un fan qui a voulu voir Mylène Farmer. L'attaché de presse était en ligne au téléphone, il envoie son assistant, il dit c'est pourquoi. Et le type, il vide son chargeur, il tue l'assistant de l'attaché de presse. Waouh. Et oui, on a oublié ce fait divers. On ne s'attendait pas à ça, parce que là. Non mais lui, c'est sans transition. Voyez les fans, mais voyez les fans, ça mène à tout. Alors, et après, si vous allez autour du Stade de France aujourd'hui ou demain, vous allez voir, il y en a beaucoup qui se font des tatouages du visage de Mylène un peu partout. Donc il y a une personne qui a jusqu'à 15 tatouages. Soit vous, l'avantage avec vous, c'est qu'on peut faire le tatouage de votre corps tranquille sur ici, ça passe. En fait, c'est grandeur nature. Il y a même un fan. Moi, je vais me faire un tatouage de vous, moi, Fabien. C'est vrai? Je jure que c'est vrai. Bon, et il y a un fan qui a même il s'est tatoué toutes les paroles des chansons de Mylène. Non, ah ouais. Alors c'est vous voyez, c'est un truc, mais en même temps c'est beau, c'est artistique, c'est très beau. Vous savez, Cyril, que votre styliste personnel fait les 3 concerts, il va aux 3 concerts. Non, Valentin. Les 3 concerts. Non, c'est pas vrai. Il a raison, c'est exceptionnel. Il m'a même pas amené. Les fans de Mylène Farmer sont les plus grands fans. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais, fort. Les 3. Mais ils ont raison. J'adore, je suis fan de Mylène Farmer. À la rédaction aussi, j'ai un pote qui a acheté des places très très chères pour assister au concert de Mylène Farmer. Il est fan absolu. C'est incroyable. Non, moi je n'irai jamais au concert, je vais pas vous mentir. Je vais jamais à des concerts d'ailleurs. C'est une très grande messe quand vous allez. Vous avez arrêté de parler quand? Quand vous me le direz. Je vous le dis.
Non, mais c'est vrai il faut voir sur scène Mylène Farmer. Ah bah merci, voilà, bon, on s'arrêtera sur ça. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Véronique de Villèle, que j'aime. C'est une amie d'Alain Delon, mais c'était aussi sa première assistante. Et c'est vrai Alain Delon, moi, vous savez que j'ai toujours rêvé de rencontrer Alain Delon. Je l'adorais. J'étais fou de lui. Et c'est vrai que je l'ai rencontré une fois, très rapidement, et je lui ai dit d'ailleurs, et il a été très sympa. Et c'est vrai qu'Alain Delon, vous l'avez rencontré en quelle année, Véronique? Je l'ai rencontré au début du tournage de La Piscine. Ah ouais. Donc 66, 67, quelque chose comme ça. Ah ouais, 66. Et vous étiez sa première assistante? Comment vous Au départ, j'étais l'assistante de Mireille d'Arc. Ah ouais, d'accord. Et c'est passé curieusement, j'avais 17 ans, donc je n'avais pas mon permis de conduire. Et Mireille d'Arc était chez Carita, le salon de coiffure dans lequel moi j'étais hôtesse, responsable des têtes couronnées, ce qui était très drôle. Et j'étais amie avec Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac et Mireille d'Arc. Ah ouais. Et un jour, Mireille était à l'accueil, elle dépatouillait je sais pas quoi. Moi, j'arrivais d'Angleterre, donc je parlais un petit peu, pas trop mal l'anglais. Elle me dit, tu sais, je cherche quelqu'un exactement comme toi pour partir au Liban sur un film qui s'appelle La Grande Sauterelle. Est-ce que tu n'as pas dans tes amis quelqu'un de dégourdi? Parce que c'est vrai que j'étais un peu dégourdi, je crois que je le suis toujours, mais là, je l'étais vraiment. Et je dis, écoute, regarde bien, elle est là. Et elle m'a dit, non, t'as pas compris, je pars en tournage, etc. J'ai dit, c'est moi. Bon, après, je vous raconte pas toute la suite de l'histoire, mais je suis devenue son assistante comme ça. Et je suis parti au Liban, à Hong Kong, et j'ai fait tous ces films avec elle. Et elle a rencontré Alain Delon, et ça a été mon examen de passage s'est très bien passé. Je me rappelle de sa première phrase, c'était sur une autoroute, il partait à Saint-Tropez et Mireille m'avait dit, je pars en voiture avec Alain et toi tu prends ma voiture. Et je venais d'avoir mon permis de conduire, elle avait une Porsche Targa. J'ai été la reine du monde, j'ai prévenu tous mes copains, je pars à Saint-Tropez en Porsche et je les ai suivis sur l'autoroute. On s'est arrêté dans un truc pour bouffer et là il m'a dit, alors c'est toi la fameuse Véro. Il m'a embrassé et depuis ce jour-là, 57 ans d'amitié sans faille, sans faille. Incroyable. Vous aviez des mots de lui. Il y a déjà eu et vous avez une très bonne relation avec lui. Il y a déjà eu des moments où il y a eu des tensions, toujours comme de potes, quoi. Jamais, parce qu'en fait, on croit toujours que c'est Alain Delon, il parle de lui à la troisième personne, etc. Tout ça, c'est bidon. Je vous dis franchement, j'ai été très, 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 très proche de Mireille et forcément de lui. Et c'est c'est la personne la plus magnifique que j'ai rencontrée dans ma vie, la plus droite, la plus honnête, la plus fidèle. Il a le culte de l'amitié comme je n'ai jamais vu, jamais de toute ma vie, jamais. Je lui ai demandé un jour s'il acceptait d'être le président de la Fondation Recherche Eisenmenger dont je m'occupe avec le docteur de la Doucette. Il m'a dit, vous êtes d'accord pour m'aider? Je lui ai dit, ok, je vous aide. Il me dit, mais attendez, moi je connais personne. Je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'ai un beau carnet d'adresses. Mais qu'est-ce qu'on fait si on va faire une fondation? Je lui ai dit, il faut un lieu, du contenu et des personnes très connues. Très connues, le mec, il a sa cravate du Jockey Club, il est en médecine à la Salpêtrière, il connaît pas de gens connus. Et je lui ai dit, écoutez, je m'en occupe. J'ai appelé Alain, la première personne que j'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais d'être le président de la fondation? Il m'a dit, tout ce que tu veux. J'ai appelé Mireille, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais tout ce que tu veux? Et la troisième personne que j'ai appelée, c'était Henri Salvador, qui était le parrain de la première soirée. Et puis après, bon, ça fait 20 ans que ça dure, il n'a jamais failli une seule fois, jamais. Il a été là, c'est moi qui présente la soirée sur scène. Je l'appelle, il vient, il fait des très beaux discours, il s'adresse aux gens pour leur dire qu'il faut aider la recherche, etc. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais on a dit tellement de choses sur lui qui m'horripile. Moi aussi, je suis très très proche d'Anthony, qui est un garçon que j'adore, qui est droit dans ses bottes, qui est vraiment, on peut dire, un type merveilleux. Vraiment. Et son père a tellement aimé Anthony. Moi, j'ai vu des séances de télé sur le canapé avec Anthony dans les bras d'Alain, et quand on lit des trucs, on a l'impression qu'ils ne se parlaient pas. Alors justement, parce qu'en fait, ce qui fait dire ça aussi, Véronique, c'est de rien, la répartition de ce qu'on a entendu de l'héritage. C'est pour ça que les gens se disent pourquoi il a donné plus à Anouchka, qui est très sympa aussi, que je connais, moi, Anouchka, que j'adore, et plus qu'à Alain, Fabien et Anthony. C'est surtout ça qui fait que derrière ça discute et que ça fait forcément... Ça crée des conflits. Voilà, exactement. On pensait que c'était réglé, mais c'est pas encore réglé. On parlait avec Fabien d'une réunion de famille où il va y avoir des discussions, etc. C'est complexe. Ça le minait, ça, ou pas du tout, Véronique, avant moi, je suis là pour vous parler de ma vie avec Delon depuis 50 ans, de ce fameux article que vous avez très gentiment cité dans Gala, et de vous parler de ma vie au travers d'eux. J'ai des milliers d'anecdotes, des milliers de messages d'Alain dans mon portable. C'est quoi votre plus beau souvenir avec Alain Delon? J'en ai énormément. Je crois que le plus beau souvenir, c'est qu'il m'ait
autant fait confiance et qui m'ait donné toute son amitié. Et ça, c'est incontournable et infaillible. Aujourd'hui, j'ai cette suite avec Anthony. Moi, j'étais à Douchy, là, il y a quelque temps. Moi, j'étais fracassé par la mort d'Alain. Fracassé. Ils me considéraient comme leur petite sœur. Et moi, c'était un membre de ma famille. J'ai perdu un membre de ma famille. Donc c'est quoi votre pire souvenir? C'est quoi? C'est quand vous avez vu mon pire souvenir? Ouais. C'est que c'est pas un pire souvenir parce qu'il était justement somptueusement beau. C'est peut-être sur son lit de mort à Douchy il y a quelques jours. Ouais, ça m'a voilà, c'était totalement bouleversant. Et bien même là, il était sur son fameux lit en cuir que j'ai connu dans toutes ces maisons, rue François 1er, avenue de Messine où il était avec Romy Schneider, quai Kennedy où il habitait ensuite avec Mireille Darc. Ce lit, je l'ai vu partout. Et là, il était dans son lit. Magnifique, mais tellement beau, mais ça m'a choqué. Ouais. Et je voudrais saluer les 3 enfants, parce que le jour de l'enterrement, on était très très peu nombreux, et les 3, Anouchka, Alain Fabien et lui, ont fait de cette journée sinistre une journée familiale, joyeuse. Il y avait de la musique, les musiques de films d'Alain, ça se passait dans la forêt à Douchy, au milieu de tous ces arbres, devant sa chapelle. Et franchement, c'était magique. Il n'y a pas eu un mot de travers, pas une engueulade. C'était géré, extraordinaire. Le livret de messe est le plus beau que j'ai jamais vu, posé sur nos chaises sous la chapelle. Tout était magnifique. Donc ça, c'est dû aux 3 enfants. Alors, il faut arrêter de dire tellement de choses. Tout et son contraire, comme on dit, c'est la vie. C'est ça. Donc, c'est pas. Voilà. Et Alain Delon, il rigolait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Voilà, on le voit pas. Mais il rigolait. En plus, il était très drôle. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Très, très drôle. Alors, moi, il s'avère que je le faisais un peu rire. Alors, c'était tout gagné. Ouais. C'était tout gagné pour moi. Vous savez, un jour, quand il a acheté la maison de Douchy, il nous convoque avec Mireille dans son bureau et il nous dit voilà, je vous explique. Je viens d'acheter un château. C'est pas une colonie de vacances de la SNCF. Je voudrais que vous y alliez. Alors, il avait un hélicoptère. Vous prenez Claude, le pilote de l'hélicoptère, et vous allez survoler le château. Et moi, je vais vous dire ce que je veux après. Mireille, on est sorti de son bureau, Mireille m'a dit, il est dingue, hein. Franchement, il est dingue. J'ai dit, ah oui, ça complètement. Et on est parti, on a survolé le château, qui est un truc énorme, énorme. On est revenu, il a dit, voilà, alors ça, vous me le faites sauter, je veux une maison, ça, vous le faites sauter, je veux un lac. Il me regarde, il me dit, je veux un lac étant en verrou avec une barque. Ben, je lui dis, t'auras la barque, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout ce qu'il pouvait demander qui était impossible. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin qu'il a très gentiment préfacé et dont il a trouvé le titre, qui s'appelle Véro trouve tout. Ouais. Pour moi, dans la vie, mais aujourd'hui toujours, hein, rien n'est impossible. Bravo, c'est dans la mesure. Dites-le à Gilles Verdès, tiens. Non, mais dans la mesure où on fait plaisir, moi, mon bonheur, c'est de me lever le matin et de me dire que je vais être utile et que je vais faire plaisir à quelqu'un. Rendre service, rendre service. Et Alain, c'est impossible de lui dire non. Son plus grand amour, je crois que c'était d'abord Nathalie qui l'a beaucoup aimé. Oui. Je dirais, allez, ex aequo, Romy et Mireille. Mais Mireille, c'était très, très fort. C'était très puissant. Moi, j'ai passé beaucoup, tous mes week-ends à Douchy, sans exception. Quand ils s'engueulaient, comment ça se passait pour vous? Ils s'engueulaient pas. C'est vrai? Non, ils s'engueulaient pas. Ils tournaient la tête, ils s'en allaient. Mais j'ai jamais vu d'engueulade. Ah ouais. Jamais. C'est comme Anthony. Anthony, je l'ai vu pratiquement naître. J'ai vu dans leur première maison à Tancrou. Ça remonte à... Je devais avoir 12 ans. Et pareil, Mireille l'a complètement pris, alors que Nathalie, sa maman, était toujours là. Mais Mireille s'en est occupée. On était en fait, Mireille et moi, les 2 personnes avec lesquelles on lui a rangé ses coups, avec Alain, qui était quand même très sévère, et on lui a rangé ses coups. Moi, toutes les conneries possibles à faire, imaginables, il les faisait avec moi. Genre la conduite de la bagnole, ce que j'ai raconté dans Gala. Ouais, c'est ça. J'en ai 3000 à raconter, mais j'en ai tellement. Ça, c'est une très, très belle affiche que j'adore. Bien sûr, ouais. Et ça va être un très bel événement. Eh ben, très bien. Et je suis très fier. Avec Norbert Saada, bien entendu, Thierry Charot, Véronique de Villèle, bien sûr, présente Delon, le dernier samouraï. Merci Véronique, c'est toujours un bonheur de vous voir et de vous entendre nous raconter tout ça. Merci, mais je peux vous raconter encore beaucoup. Vous pouvez revenir quand vous voulez, on adore. Ben voilà. On adore, avec plaisir, avec plaisir. On a Amaury qui nous a rejoint, c'est pour des choses moins réjouissantes. Cet enfant brûlé à l'acide dans une aire de jeu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est dingue. Ça s'est passé mercredi 18 septembre dans le quartier des Isards. C'est un quartier sensible de Toulouse. Et effectivement, le lieu est insolite. C'est une aire de jeu. Ce jour-là, vous avez un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Wail, qui fait du toboggan dans le parc. Et peu de temps après avoir fait du toboggan, il se plaint de douleur. Il est transporté à l'hôpital. Et là, les médecins découvrent de très graves brûlures sur ses jambes qui lui valent 21 jours d'ITT. C'est
extrêmement important pour un enfant de cet âge, évidemment. Et l'affaire est d'autant plus surprenante que les médecins constatent qu'il a été brûlé à la soude caustique. Alors, c'est un composant chimique que l'on trouve habituellement dans l'industrie qui est extrêmement corrosif. C'est-à-dire que si on vous plonge dans un baril de soude caustique, a priori, vous êtes très mal en point. Alors évidemment, la présence d'un tel produit a interrogé. Il y a eu une enquête et là, les policiers ont découvert deux choses. D'abord, qu'il y avait d'autres victimes, d'autres enfants qui avaient emprunté ce toboggan. Et l'autre point, c'est que, surprise aussi, les auteurs, ceux qui ont dispersé cet acide caustique, cette soude caustique sur le toboggan, sont des jeunes, 3 jeunes de 11 à 12 ans, qui, en fait, me dit une source policière, avaient acheté ça dans un magasin spécialisé pour fabriquer des pétards, n'avaient pas réussi à fabriquer des pétards, et donc avaient utilisé le reste du liquide pour l'asperger le toboggan. Et ils ne pensaient pas en fait qu'il allait se passer ça. Alors juste un dernier point sur cette affaire qui est quand même très insolite aussi, c'est que ces 3 jeunes mineurs, ils sont tellement jeunes que la justice française, dans l'état actuel du droit, ne peut pas les condamner. Sauf si elle lève la présomption de non-discernement. Mais à l'heure actuelle, un enfant de moins de 13 ans, même s'il peut par exemple subir des punitions à l'école ou dans sa famille, pas devant la justice. Exactement. Eh ben. Marco Mouli risque 4 ans de prison supplémentaire. Marco Mouli qui est mal en point, voilà, il pourrait bien retourner en prison pour 4 ans apparemment. Oui, c'est ça. En fait, il n'est pas prêt de sortir de prison, effectivement. Il a été jugé cette semaine. Gilles a les infos, si vous voulez, oui. Oui, donc Marco Mouli, il y a 2 affaires qui s'enchevêtrent. Il y a d'abord une affaire pour laquelle il est en prison depuis le mois de mars à la santé. Donc c'est une vieille affaire, Vendôme Trading, une arnaque à la TVA contre le Danemark. Donc il est en prison pour ça. Mais il a été jugé là pour une autre affaire, escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité. On lui reproche d'avoir voulu s'appauvrir et d'avoir caché des droits d'auteur, d'avoir caché des revenus. Et il y a eu une audience de 13 heures et il risque 4 ans de prison pour ça, supplémentaire. Alors moi, vous savez que moi j'ai été entendu. Oui. Sachez-le, j'ai été entendu moi-même, parce que j'étais convoqué par la police et j'étais entendu pour savoir si, quand Marco Mouli venait ici, est-ce qu'il était payé ou pas, etc. Voilà, donc on a donné toutes les infos, bien sûr, avec la société et la direction Lionel Stan. Alors, sachez que grâce à Grégory Zaoui, on vous propose d'écouter quelques extraits, donc merci Grégory. Marco Mouli fait savoir qu'il est désespéré, il dénonce un acharnement. C'est une exclusivité, il insiste sur le fait qu'on essaie de l'accabler pour lui nuire. Écoutez. Je passe le 25 pour une affaire qui n'existe pas. Que monter de toutes pièces qu'ils ont dit que je gagnais de l'argent. C'est un coup monté qu'ils m'ont fait, c'est un faux dossier. C'est à cause de Moretti, là, le ministre, là. C'est lui qui a fait tout ça contre moi, contre le parquet. Là, je commence à en avoir marre de choses que je suis innocent, qu'ils ont monté un dossier. Et mon dossier, j'ai déjà été jugé, ils veulent me rejuger sur le carbone. Non mais c'est une histoire de fou, c'est une histoire de malade. Alors, en fait, la justice ne le lâche pas. Voilà. Et lui reproche plein de choses. Oui, il va mal, il est désemparé, amaigri. Il reçoit beaucoup d'appels d'avocats qui sont d'accord avec lui et qui affirment que le traitement qu'il subit n'est pas normal. Écoutez. Même les avocats font que de m'écrire. Tous les avocats de Paris font que de m'écrire pour me défendre dans ce coup-là. Parce qu'ils ont vu c'est un acharnement du parquet. Et le parquet, comme le parquet a joué dans le film Le Roi de l'arnaque, ils croient qu'ils vont rejouer encore un film. Donc c'est pour ça que maintenant ils veulent me... Et j'en suis sûr que ça vient de la part de Harfi. Voilà. Alors lui qui est d'habitude très arrogant à l'audience, là il n'était pas du tout arrogant, il était effondré. Et voilà, on en pense qu'on veut, mais lui il dénonce un acharnement et il est dans un état extrêmement difficile. On va parler d'une autre affaire, on va suivre cette affaire en tout cas de Marco Mouli. Merci à Grégory Zaoui de nous avoir donné ces audios. Un homme retrouvé mort dans la Seine, que s'est-il passé à Montbrieuc-Bucquoy ? Justement, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est ça qui est très intriguant dans cette affaire. Ça commence en fait dans la nuit du 10 au 11 septembre à Paris. Cette nuit-là, Samir a 23 ans et disparaît sans laisser de traces. C'est un jeune homme sans histoire qui travaille dans un bar de centre parisien et ce soir-là, après son service, il va avec des amis boire un verre et puis il finit dans une soirée sur les quais de Seine. Et là, c'est là qu'on perd sa trace. Alors évidemment, ses proches s'inquiètent, avertissent la police et ils apprennent le 18 septembre que Samir, malheureusement, est mort puisqu'on a retrouvé son cadavre dans la Seine. Donc automatiquement, on passe d'une enquête pour disparition inquiétante à celle pour recherche des causes de la mort. Mais c'est là que ça se complique. C'est que pour la famille, elle est convaincue, si vous voulez, que ce n'est pas un accident puisqu'il n'était pas spécialement ivre ce soir-là.
et que ce n'est pas un suicide puisqu'il était plein de joie de vivre. Et donc cette famille, elle se pose beaucoup de questions, elle pense plutôt à une mauvaise rencontre, mais elle n'a, enfin c'est ce qu'elle dit, aucune réponse de la police pour savoir ce qui s'est passé. La police a même demandé à la famille de ne pas parler de cette affaire pour les bienfaits de l'enquête, alors qu'évidemment la famille a envie de savoir la vérité et donc veut en faire parler. On va revenir maintenant sur Iris Mittener, Miss France, Miss Univers, qui a porté plainte contre son conjoint pour des faits de violence. On en est où ? Eh bien alors justement, a priori, ces accusations étaient fondées puisque ce matin, son petit copain a été déféré devant le parquet après 48 heures de garde à vue. Et voici les faits qui sont retenus à ce stade par la justice. C'est violences conjugales sans ITT, ça veut dire que c'est des violences légères, mais des violences quand même, et usage illicite de produits stupéfiants. Peut-être qu'il y a d'ailleurs un lien entre les deux, et cet homme va bien sûr comparaître devant la justice. Je pourrais vous donner prochainement la condamnation s'il y en a une. Gilles ? Oui, elle avait hésité à porter plainte et puis finalement, vu l'ampleur des blessures, des souffrances, elle a porté plainte et comme Amaury le disait, ça a été pris très au sérieux. Il y a eu beaucoup de garde à vue et effectivement, il y aura un déferment et sans doute une suite judiciaire pour son nouveau fiancé qui ça date de quelques mois. Voilà. Merci Véronique, merci Fabien, merci Amaury, merci à tous tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il y a sur C8 mais ça doit être bien, à tout de suite. Merci.